Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous m'entendez bien. Alors je vais faire comme d'habitude les petites invites de début de live. Donc forcément, bonjour, bonjour. Je suis désolé, je fais des manips en même temps. Technique, on va faire un live ce soir assez sympa avec une maison d'édition et un projet comics. Donc ça va être assez chouette. Oh, je fais des petites invites. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hello Maxime, Salut, ça va? très bien et toi? Super, trop bien. Le Trop temps. content d'être avec vous. Ouais, moi aussi je suis super content de découvrir un petit peu ton univers. Merci. Et ouais, ça me fait plaisir un petit peu de pouvoir échanger avec toi ce soir. Alors, je fais encore quelques petites bidouilles techniques, je suis Pas de souci. désolé. Moi aussi, il me restait juste quelques détails à peaufiner. C'est bon. Hop, j'ai Normalement, terminé. Gaël, c'est bon, je t'ai accepté. Bonsoir à toutes et à tous, content de vous retrouver. J'espère que la technique va pas nous faire trop défaut. Hello, hello tout le monde. Donc live intéressant, donc entre passionnés de comics a priori, Oui, à, complètement. Enfin, à peu ouais, pour près, ma part, ouais, je plaide coupable. complète coupable. Ouais, complètement. Et bon, Je suis tombé dedans comme quand j'étais petit, je pense. et voilà, on a Gaël qui arrive, qui se connecte Et tout doucement. qui essaye de... Voilà, Salut, nickel. Mais quel talent! Gaël. Bonsoir, Enchanté. enchanté. Alors c'est un live pour Nous sommes les 4%, donc Nous sommes les 4%, on essaye de soutenir les comics et les éditeurs de comics en France, ça c'est un petit peu le leitmotiv, on les lance de la chaîne Gameseed pour une question de nombre d'abonnés qui permet d'avoir des trucs techniques en plus. Donc ce live sera disponible en replay sur la chaîne Gamesin, mais également sur la chaîne YouTube des 4%, pour que voilà, ce qu'on va se dire ce soir, on va parler de financement participatif, mais on va aussi parler de ton univers, de tout ce que tu fais, Ça roule. voilà. On a tendance à vouloir rester aussi un petit peu dans le temps, Ok. donc, ça permettra de te découvrir, de découvrir ce que tu fais, ce que tu as proposé. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Je te laisse te présenter, tout Ok, simplement. ça marche. Bon, bah, bonjour tout le monde, moi c'est Maxime Garbarini. Je suis un auteur et scénariste et artiste qui débute depuis un petit moment, on va dire. J'ai déjà publié en 2009 un album pour Hachette qui n'était pas du tout du comics. Et après, j'ai mis un premier pied vraiment dans le comics en publiant mon premier web comics en fait à l'époque. C'était vers 2011, je pense. Et c'était déjà l'aventure que j'ai développée par la suite, qui s'appelait à l'époque qui s'appelait Saga. Et je postais une page par semaine, c'était une aventure à suivre. J'avais pas mal pour l'époque, pas mal de gens qui me suivaient via la page Facebook notamment. Ok. Et j'ai été en contact avec un éditeur qui s'appelle North Star Comics qui m'a proposé de faire une version papier de toute cette histoire que j'avais développée aux alentours de 75 pages à peu près déjà. Ok. Et du coup, j'ai rallongé cette histoire de 75 autres pages à peu près pour en faire un album qui est ici, qui est sorti fin 2019 suite à une campagne de financement participatif pardon, qui a plutôt bien marché. Par contre, ce qui était dommage, c'est que c'est sorti juste avant le confinement, donc on Ouais. n'a pas vraiment pu faire la promo lors des festivals et des salons. Il n'y a pas pu avoir vraiment beaucoup de dédicaces en boutique, en librairie. Donc voilà, c'est un album qui n'a pas vraiment pu rencontrer, je pense, Mm. tout son public. Donc voilà, et maintenant, je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans la présentation, mais voilà, maintenant je me lance dans un truc un peu plus ambitieux. Si vous voulez, je développe maintenant ou j'en laisse pour plus tard. Alors, t'as le champ libre, hein, tu fais vraiment comme tu Ouais, veux. L'idée, c'est vraiment chez nous, qu'on puisse te découvrir. Ouais, c'est ça. Ok, ça ouais. roule. Ça roule, ça roule. Et ben écoute, en fait, écoutez, pardon. En fait, là, j'ai décidé de faire la suite de Heroics. Donc, j'ai continué à écrire et à dessiner le chapitre suivant, on va dire, le volume suivant. Mais j'avais en tête d'explorer un peu plus l'univers que j'avais introduit dans cet album en écrivant d'autres histoires, d'autres personnages, autour d'autres personnages, pardon. Et en essayant aussi d'explorer d'autres genres et pas juste le comique de super-héros, le côté un peu drame familial. Donc, je me suis mis à dire pourquoi pas faire un thriller, pourquoi pas faire un polar, pourquoi pas faire une histoire de revanche un peu à la sauce Kill Bill. Et après, je suis allé chercher, entre guillemets, les artistes qui pourraient éventuellement être intéressés et qui collaient bien à
ce type de nouveaux genres que je voulais explorer. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance, je pense, parce que je suis tombé vraiment sur des superbes artistes, dont deux qui sont presque, on va dire, assez débutants, qui sont assez jeunes. Il y a Lucia Salduti, qui est italienne, et Sébastien Carrillo Cortez, qui lui est péruvien, et que j'ai découvert via la plateforme de ArtStation. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je C'est connais en pas. fait c'est un peu comme DeviantArt. J'ai toujours pas compris si c'était exactement la même chose ou pas. C'est un site où en fait les artistes, que ce soit des artistes 2D, 3D, BD, etc., digital, c'est des artistes en fait qui peuvent mettre un peu leur portfolio et dire un peu s'ils sont disponibles ou pas pour du travail. C'est hyper intéressant. D'accord. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. ArtStation, c'est vraiment très très inspirant. Et du coup, je les ai contactés sans du tout les connaître. Ils étaient même pas du tout en France. Enfin, j'avais pas d'autre moyen de faire leur connaissance. Et je leur ai envoyé assez rapidement un script en me basant sur les conversations que j'avais eues aussi avec eux et Ed, pour voir un peu si l'histoire que je pouvais développer pouvait correspondre à ce que eux avaient envie d'illustrer, en fait. D'accord. Et ça a très bien matché. Tant Ça a mieux. très bien matché. Du coup, je me retrouve à vouloir lancer un recueil d'histoires avec la suite d'Heroics et puis les 3 autres séries dont sont en charge Sébastien Barré, Lucia Salduti et Sébastien Carrillo Cortez. Je vous montrerai après si vous voulez un petit aperçu. Ah bah ouais, avec plaisir. Donc là, il faut quand même peut-être qu'on rappelle aussi qu'il y a une campagne Ulule qui est en cours. Complètement. Merci Donc, Gaël. Je suis de du rien. genre à être capable d'oublier de mentionner. En fait, effectivement, alors pour situer un peu, le recueil va s'appeler Fragments au pluriel. Et la campagne Ulule a commencé le 7 juin. Donc vous pouvez la retrouver sur fr.ulule.com/fragments au pluriel -01. 0-1. Voilà, c'est ça, parce que l'idée, c'est d'en faire plusieurs. Et cette campagne, elle a plutôt bien démarré. C'est une campagne qui est assez ambitieuse parce que, tout comme un peu les éditions exemplaires lancées par je ne sais plus son nom, bien sûr, mais c'est pas grave, je suis désolé, j'ai oublié son nom à cette autrice. On essaye de considérer les auteurs et les artistes de façon correcte et de les rémunérer de façon correcte. Et quand vous faites un ouvrage collectif, quand bien même moi je me paye pas sur l'histoire ou quasiment pas, alors que je suis auteur et dessinateur, voilà, si on veut payer correctement les gens, assurer les envois par courrier, etc., ça demande effectivement une certaine somme. Donc la campagne a déjà rassemblé beaucoup d'argent, mais finalement on est encore loin du compte et il nous reste que 8 jours. Donc Ah ouais, d'accord. ouais, c'est assez C'est intense. assez sport. Mais tout le monde nous dit que les campagnes peuvent décoller à la fin aussi. Donc C'est moi je reste confiant. Oui, souvent on a des bonnes surprises sur des campagnes qui à la fin terminent fort et puis effectivement il faut jamais perdre espoir de toute façon quand on lance ce genre de projet. Voilà, moi je suis absolument pas du tout du genre à perdre espoir et au contraire ces derniers jours on a encore alors je travaille aussi avec Alexandra Ramos qui est spécialiste dans les comics. Elle fait énormément de choses entre la rédaction, les conférences du community management. Son Instagram c'est @com dans ta bulle, comme com. On s'entend très bien, on travaille ensemble depuis un petit moment sur la com justement de ce projet. Voilà, ces derniers temps, on a un peu redoublé d'efforts et d'initiatives et d'actions pour essayer de nous faire connaître. Là, je reviens de 3 jours au Japan Tour Festival. Ah ouais. J'étais dans l'artiste organisé par l'association Comicverse et ça s'est super bien passé. J'avais pris quelques albums pour quand même, on va dire, introduire l'univers aux visiteurs et aux visiteuses. J'ai tout vendu. Cool. Donc, super. Ouais, c'était plutôt une super expérience, une bonne ambiance. Et alors, justement, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure en allant sur Ulule, est-ce qu'on est obligé d'avoir lu Heroics avant ou est-ce que c'est possible de commencer avec Fragments, par exemple? Alors, je pense que vous serez beaucoup plus à l'aise si vous avez lu Heroics 1 avant. L'expérience sera plus riche. Quoi qu'il en soit, sans trop en révéler sur l'histoire pour le moment, le chapitre de Heroics qu'il y aura dans Fragment commence un peu sur voilà, l'équipe est formée, l'équipe a un but précis. Bien sûr, ce sera plus intéressant d'avoir leur backstory, comme on dit, mais je pense que c'est possible de commencer sans avoir lu Heroics. L'avantage, par contre, ce que je précise, c'est que via la campagne, vous pouvez vous procurer Heroics et précommander Fragment. Ouais.
Voilà, c'est ce que je voulais aussi préciser. Voilà, donc il y a quand même moyen de faire un rattrapage via la campagne. Donc Exactement. là-dessus, faut pas que les gens s'inquiètent. Exactement. C'est ça. Et j'avais même d'ailleurs en projet de produire cet été un webtoon qui nous permettrait de faire une sorte de petit récap un peu autre que via HeroX et qui serait diffusé directement sur le site qu'on va mettre en ligne à la fin de la campagne, qui permettrait de raconter encore une fois un peu ce qui s'est passé dans HeroX, mais sous un angle un peu différent et de continuer à essayer d'enrichir un peu cet univers, cette mythologie. Un peu comme l'a fait comment il s'appelle celui de l'auteur de Yojimbot, un peu comme il a fait aussi. Il a fait Ah, un alors, non? j'avoue que j'ai pas suivi sa stratégie. Je suis D'accord. tellement le Je nez sais dans pas. le guidon depuis un C'est an pas grave. que je passe Mais à c'est bien côté, ça. je passe à côté de beaucoup de choses, je pense. D'accord. Ah bah après, c'est clair que si tu as un projet comme ça à faire aboutir, forcément, tu peux pas voir tout ce que tu as, tout le reste, hein, c'est sûr, Ouais, certain. ouais, je prends des notes sur le côté. Je note des noms d'auteurs, des noms d'albums, et je me dis, bon, dès que possible, il faudrait que je m'intéresse quand même à ça aussi. Mais j'adore ce qu'il fait, je vois ce qu'il fait, je suis conscient du talent. En plus, j'ai eu la chance de le croiser au Paris Fan Festival, mais j'ai pas encore les albums et je savais pas qu'il avait fait un webtoon pour agrémenter son univers. Je trouve ça une bonne idée. Alors, il y a une première question dans le live qui nous demande où est-ce qu'on peut acheter HeroX 1 en dehors de la campagne. Ah, alors pour l'instant, HeroX 1, il n'a pas encore été à diffuser de façon très large. Vous ne pourrez pas l'acheter à la Fnac ou quoi que ce soit parce que c'était un éditeur associatif. Donc, je D'accord. ne sais pas si vous avez déjà beaucoup reçu d'éditeurs un peu indépendants associatifs. En Mm. revanche, il est présent dans certaines librairies bien précises. Alors, sur Paris, il est chez Pulps. À Lille, il est chez Astro City. Après, c'est Et plus simple de passer directement par moi maintenant parce que j'ai récupéré les stocks de l'association puisque j'ai fait un peu cavalier seul par rapport à l'association précédente. Mais Ok. oui, c'est vrai que c'est pas forcément, vous n'allez pas le croiser partout. Et il est référencé oui, dans les donc les libraires, on peut leur demander, ils peuvent commander. normalement, oui, 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 tout à Ah, fait. D'accord. Et l'éditeur précédent, North Star Comics, a toujours un petit stock pour faire ce type de commande et ce type d'envoi d'accord. aux libraires. Ok. Moi, je D'accord. préconise plutôt de passer par la campagne parce que comme ça nous permet Mm. de lier avec la De suite. faire monter le plan. Mais je comprendrais complètement voilà, que les personnes veulent peut-être se le procurer directement. Oui, l'important c'est de se le procurer, mais Oui, voilà, effectivement, le soutenir la campagne permet aussi bah, voilà, de faire un petit effet boule de neige. c'est ça. Super. Donc, du coup, tu t'es lancé dans cette aventure-là. Donc, du coup, tu as monté une structure d'édition, c'est ça, pour soutenir tes projets? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, c'est bien beau de vouloir lancer un label, parce que oui, je ne l'ai peut-être pas vraiment précisé ni insisté, mais du coup, Heroic, c'est le nom d'une série, Fragment, c'est le nom du recueil, de la revue, si vous préférez, mais derrière, le nom du label, c'est encore autre chose. Ouais. Ça s'appelle Close Call Comics, donc c'est imprononçable, c'est pas voulu. Euh, mais Le voilà, CCC. c'est un mot que j'aime beaucoup en anglais, c'est close call, ça signifie un peu, quand on dit par exemple, oh, it was a close call, c'est pas passé loin, la balle a sifflé dans l'oreille, quoi. On n'est pas passé loin de quelque chose qui aurait pu être très dangereux. Et j'aimais bien cette idée d'un peu justement de danger, d'urgence. Donc voilà, Ouais. le label en lui-même s'appelle Close Call Comics. Le site à venir, ce sera donc closecallcomics.club. Et ce label, il a une forme associative en fait. J'ai D'accord. beaucoup hésité entre créer une entreprise et créer une association. Et finalement, l'association est ce qui me paraissait être le plus pratique, le plus léger et correspondre à l'idée de collectif que je voulais comment dire, représenter dans ce label. Essayer de travailler avec des artistes différents, des personnes du niveau, des personnes, on va dire, professionnelles, mais venant d'un peu d'horizons différents. J'ai pas mentionné, je travaille aussi avec une personne qui est éditrice et qui a été éditrice notamment chez 12 bis ou chez Cornelius, qui s'appelle Aurore Schmidt, qui est là en plus, entre guillemets, pour nous conseiller au niveau stratégie. Ensuite, j'ai mentionné Alexandra, pardon. Et voilà. Et en fait, ce parcours vers la création du label, ça m'a été possible aussi parce que j'ai fait cette formation avec le labo de l'édition, D'accord. qui est un peu une sorte d'incubateur d'entreprise et qui nous a permis comment dire, c'était une formation pour faire des projets éditoriaux, un peu tous azimuts. Donc, chaque projet était très différent. Mais moi, ça m'a donné un peu les bases sur ce que ça voulait dire de travailler dans le monde du livre, ce que ça voulait dire d'être éditeur.
Donc voilà, je pars pas de complètement zéro en total en pro en fait. Ok. Ce qui fait qu'à à plus long terme, tu pourrais être amené à éditer des ouvrages qui seraient pas de toi du tout, par Oui, exemple, avec ce label. oui, C'est prévu? oui, alors c'est un peu particulier. Euh, et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez ou ce que vous en retirez, ça m'intéresse d'avoir votre avis en tant que lecteur et lectrice de comics. Moi, dans mon idée, c'était, eh ben, on va créer un petit univers de comics qui va rester cohérent. Alors, pour l'instant, c'est pour ça que c'est moi qui écris les histoires, mais j'aimerais que tout ce qui sort de ce label se situe dans le même univers. Comme ça, avec l'univers partagé, on se donne un peu certaines contraintes, mais par contre, pour les lectrices et les lecteurs, je pense qu'il y a un côté un peu, enfin, c'est un peu excitant de se dire, bon, on va lire des trucs qui peuvent être complètement différents graphiquement, dans des genres différents, mais malgré tout, ça se passe dans le même univers. Il y a des Un peu personnages comme Valiant, en un fait. peu comme Valiant, un peu comme Marvel, un peu comme DC. L'idée, c'est Mm. vraiment de proposer des plats avec des saveurs différentes, mais qui sont quand même, qui sortent tous de la même cuisine et qui sont quand même assez harmonieux en termes pas forcément de thématique, mais en termes de d'arrière-plan, si vous voulez. Mm. D'ailleurs, t'as un réel, t'as une petite vidéo qui est sympa sur ton Instagram où ça Oui. présente les trois chapitres là, qui est plutôt bien faite, hein, la vidéo, Mhm. et où on voit vraiment ces trois univers très différents, avec des ambiances très différentes et des choses qui ont l'air plutôt intéressantes, ma foi, hein. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu des trois histoires Oui, oui, succinctement, sans tout trop dévoiler, mais pour donner est-ce que vous voulez envie. que... Alors, je peux décaler mon téléphone pour que vous puissiez voir mon écran, comme ça vous vous en verrez plus, mais effectivement, j'invite tout le monde à aller voir directement sur la page Ulule parce que effectivement, il y a des vidéos, c'est un peu mieux fait. Pendant que tu dis ça, c'est comme c'est moi qui fais les vidéos, ben, je me dis que je m'en sors pas trop mal. Ah ouais, non, Alors, elles sont plutôt cool, hein. est-ce que là, vous voyez bien l'écran? Moi, je vois. Ouais. Ok. Donc voilà, je vous ai préparé juste un petit topo. Donc fragment, bah, ça c'est le logo. L'idée c'est d'avoir des choses un peu fragmentées. Le principe de ce titre, en fait, c'est de montrer que on va avoir une sorte de puzzle à travers les différentes histoires. Elles seront un peu toutes connectées les unes aux autres d'une certaine façon. Donc là, voilà, on a fait un petit mock-up de ce à quoi pourra ressembler la revue, qui fera quand même 160 pages en couleur. D'un côté, vous aurez les trois nouvelles histoires, les trois mini-séries, ce que j'appelle les trois mini-séries. Euh, et de l'autre côté, vous aurez Heroics. Ce sera comme une sorte de flipbook. Euh, Parmi les artistes également que je n'ai pas cités, mais qui vont être amenés à travailler sur le projet, qui sera plus en tant que cover artiste, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami de longue date, qui s'appelle François Maillet, qui fait plus des illustrations en tant que dans un style plutôt portrait, etc. Donc là, il avait fait une première petite essai de couverture à l'occasion du dernier festival d'Angoulême pour présenter, là en l'occurrence, c'était les personnages d'Héroïque. Donc là, si je rentre dans le vif du sujet pour le contenu de fragments, effectivement, vous aurez Heroics qui sera réalisé par moi, du coup. Donc là, vous avez un aperçu d'une page qui est un flashback, d'où les couleurs un peu sépia. Ça, c'est une page en cours. Ça, c'est une illustration qui reprend certains personnages. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ça va? Ça va. Moi, je vois bien. Ouais. Ok. Ok. Donc effectivement, comme tu disais, Kevin, il y a des ambiances un peu différentes. Donc là, sur la série qui s'appelle Vengeance of the Whisper, on est plus sur on va dire un thriller social dans le sens où c'est effectivement une histoire de crime, mais qui sont perpétrés par un homme qui est, on ne sait pas trop si c'est un anti-héros, on ne sait pas trop si on a envie de lui en vouloir ou pas. Ça a C'est l'air un ancien. Alors, les dessins sont faits par Sébastien Barré. Donc, je vous ai mis sa petite adresse, là, Seba Dessinateur, Seba_dessinateur sur Instagram, qui a un talent incroyable, hein. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi les éditeurs ne se l'arrachent pas. Ça a l'air assez Euh, dingue. Je rejoins, ça a l'air complètement fou, ça. ouais, je confirme. Donc, Seba a fait des pages magnifiques. Il a créé. Alors, attendez, ce que j'ai pas passé, bon, c'est pas grave. Là, c'est le personnage principal qui s'appelle Léonard. C'est un ouvrier en fait qui a vécu longtemps un peu soumis au système. Il s'est un peu plié au système. C'est un ouvrier noir américain. C'est les années 50. Et il y a un jour où sa vie commence à basculer un peu trop dans le glauque, on va dire. Et il décide d'utiliser son pouvoir, car tous les personnages ont un pouvoir, les personnages principaux, on va dire, pour se venger tout simplement.
Donc, on va partir sur un truc très, très pictural, très graphique. Le style de Sébastien est très, très fort. Il y a un peu du Eduardo Risso, il y a un peu du Mignola, il y a un peu du Miller par moment également. Et donc, ce personnage va un peu péter les plombs, quoi. Voilà, donc ce sera aux lecteurs et aux lectrices de décider si c'est un héros ou pas. En tout cas, moi, pour moi, il est très attachant. Mais bon, c'est sûr que ça reste un personnage un peu ambigu. Ensuite, vous avez Blood Rose, qui commence un peu comme une histoire d'amour, une romance de film hollywoodien des années 50. Donc ça, c'est un épisode qui sera réalisé, une série qui sera réalisée par Lucia Salduti, donc la jeune dessinatrice italienne dont je parlais. Comme vous pouvez le voir sur le print qu'elle a préparé pour la campagne, c'est assez sanglant, c'est assez dramatique. Donc là, Lucia a fait une page en couleur que je vous ai mis comme ça, mais que vous retrouverez sur la page Ulule. Les dessins sont vraiment superbes, les couleurs sont vraiment super, les décors, enfin, les attitudes des personnages, les émotions, tout est vraiment hyper léché, hyper bien travaillé. Elle est, je pense, elle s'inscrit dans une mouvance de l'école italienne des jeunes dessinateurs en ce moment qui arrivent à vraiment allier le dynamisme du manga, le côté excitant du comics. Enfin, il y a un truc dans son trait qui m'a vraiment plu tout de suite et je suis vraiment bluffé par le travail qu'elle a fait déjà sur ces quelques planches. C'est vrai qu'il y a un truc qui se passe dans l'école un peu italienne actuelle où il y a une belle synthèse des genres qui est assez intéressante et dynamique. Hein. Ah oui, complètement. Ça n'arrête plus. Enfin, chaque mois, on découvre un nouvel Italien ou une nouvelle Italienne qui cartonne. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça rapporte une autre saveur aux comics, qu'on va dire, quoi. Et voilà, je m'entends super bien avec Lucia. On a les mêmes références. C'est un récit qui a un côté un peu Hitchcockien par moment. Et voilà, on a hâte de vous le faire découvrir un peu plus en détail. Mais voilà, pour l'instant, j'en dis pas trop. Voilà, elle a un trait hyper élégant. Et en même temps, voilà, c'est pas comment dire, niaiseux, si je peux me permettre voilà, c'est pas parce que c'est un personnage féminin et que c'est une jeune fille dans les années 50 qu'on va tomber dans quelque chose de trop mièvre, voilà. Enfin, la dernière série, c'est Ballad of the Dream Brother, qui là est plus une enquête policière un peu psychédélique parce que le personnage principal a un pouvoir un peu lié au monde des rêves, un côté un peu médium, un peu chelou, qui fait que oui, son univers et sa personnalité sont assez particulières, on va dire. Donc là, c'est le print que Sébastien Carrillo Cortez a réalisé pour la campagne. Sébastien Carrillo Cortez, il est juste hyper doué et il a 20 ans. Et voilà, il habite à Lima, au Pérou, et il étudie la bande dessinée, donc on sent qu'il n'a pas peur d'expérimenter et d'explorer tout un tas de techniques, tout un tas de rendus. Donc ça, c'est très intéressant, surtout pour un récit où la réalité va partir un peu dans tous les sens. Il y a une maîtrise aussi des couleurs qui est assez chouette. On a vite trouvé ensemble l'ambiance qu'on voulait donner à cette histoire. Je sais pas préciser, mais toutes les histoires se passent en même temps dans le même endroit et ça se passe dans les années 50 dans une ville fictive qu'on commence à voir dans Heroics qui s'appelle Gritton et qui serait à peu près à mi-chemin entre New York et Boston. Okay. Voilà, donc il a fait des plans déjà super intéressants, des vues en contre-plongée avec des tas de détails. Les personnages sont assez expressifs, sont assez a priori faussement simples en fait. Je trouve qu'il y a une profondeur dans son dessin qui est assez fascinante. Et voilà, j'adore travailler avec lui parce que pareil, on a vite connecté sur plein de références en commun, plein d'envie de raconter ce type d'histoire et je pense à ce niveau-là avec Sébastien, vraiment explorer des techniques de narration, enfin, de pas avoir peur d'explorer des techniques de narration un peu hors normes. Voilà, les quelques petites images que je peux vous montrer aujourd'hui. Sympa. L'image que je vous ai pas montrée aujourd'hui, c'est le print que moi je vais préparer aussi pour la campagne, que je suis en train de réaliser. Et on a un 5e print qui est en cours, ou qui en tout cas qui est en projet, et je vais justement voir l'auteur demain. Et c'est un print d'Olivier Coipel, qui est un ami et qui a déjà fait une illustration
dans le premier album d'Heroics, qui est une illustration qui déchire, évidemment, parce que c'est Olivier Coipel. Et voilà, donc on a un projet de faire ensemble, enfin de faire ensemble. Il va faire un print pour la campagne et à mon avis, ça va être plutôt magnifique. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Du coup, ce print pour la campagne, il sera dispo de quelle manière? Alors, parmi les contreparties de la campagne, vous avez la possibilité de prendre simplement l'album fragment tout seul, et vous avez aussi la possibilité de prendre l'album avec les 5 prints. D'accord. Donc, Sébastien, Lucia, Sébastien, moi et Olivier. Chouette. Ouais, ce sera des prints sur un format A4 assez sobre en fait, et puis avec à chaque fois, on respecte aussi un petit peu l'ambiance de couleur qu'on va donner à chaque série. Ça, c'est un petit gimmick entre guillemets que moi j'ai voulu pour aider les gens à distinguer que c'est vraiment des pièces du puzzle un peu différentes. Donc vous avez le rouge pour Blood Rose évidemment, le bleu un peu métallique pour Whisper dont une partie de l'histoire a un lien avec le métal, l'usine, etc. Le rose un peu psychédélique pour Dream Brother qui est un peu dans ses rêves on va dire, et le jaune vert pour Heroics qui est plus comme ça, c'est une histoire qui démarre pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je voulais quelque chose qui évoque un peu le costume militaire, le côté un peu passé. Super. Là, j'étais en train de regarder dans les contreparties. J'ai vu qu'il y avait une contrepartie en anglais. Il y a déjà des maisons d'édition à l'étranger qui se sont intéressées à Heroics, par exemple, ou Alors, c'est à Heroics, directement, pas vraiment. Moi, j'ai fait quelques essais pour Boom Studio, des choses comme ça à l'époque en tant que juste dessinateur. Par contre, à l'époque où je lançais en webcomics, où je faisais mon webcomics, c'était déjà en français et en anglais. D'accord. Donc, dans les followers Facebook, il y avait des gens un peu de tous les coins. Donc, ça, c'est une première raison. Le premier album d'Heroics, on a sorti quelques exemplaires, une centaine d'exemplaires en anglais aussi, pour voilà, se dire qu'on ne se ferme aucune porte. Parce que c'est souvent la langue qui risque, quand on produit en France, d'être la barrière pour un marché qui serait plus large. Et enfin, j'ai quand même parmi l'équipe 2 artistes qui ne parlent pas français. Ouais. Et je me dis, c'est très dommage si eux-mêmes n'ont pas la possibilité de lire. Parce que même s'ils parlent, italien et espagnol sont leurs langues natales, mais tout comme beaucoup de lecteurs en France, je pense, ils lisent aussi des comics en VO, donc ils ont aussi l'habitude de lire en anglais. Et rien que pour ça, et rien que pour eux et leurs proches et leurs followers respectifs, j'avais envie de faire au moins proposer, au moins en digital, une version en anglais. C'est chouette. C'est chouette. Ouais, c'est très sympa. Alors du coup, moi j'ai plein de questions. Je sais pas si tu en as, Gaëlle, aussi de ton côté, peut-être. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors, du coup, bon, on sait ce que tu fais maintenant, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à te lancer comme ça à corps perdu, et qu'est-ce que tu faisais avant pour le coup? Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de avant-après parce que j'ai toujours mon boulot. je continue toujours à bosser à côté de ça, donc d'où le côté un peu frénétique de ma vie là, ces dernières années. En fait, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Bonne question. J'ai toujours adoré dessiner et au fur et à mesure que je dessinais, j'avais l'impression que c'était plus raconter des histoires qui m'intéressaient que juste le dessin en tant qu'illustration. D'accord. Quand j'ai eu la première expérience sur un album qui s'appelle Premier Bébé, dont je parlais tout à l'heure, sorti chez Hachette, c'était intéressant parce que c'était un travail de mise en scène. J'avais simplement les dialogues, j'avais aucune autre indication sur où se passait l'action, qui était présent. C'était plus une sorte de pièce de théâtre et à moi de l'habiller, entre guillemets. Donc c'était une bonne expérience, mais je me suis dit, bon, c'est pas mon histoire. Ensuite, j'ai travaillé sur. Je regarde s'il est là pour vous montrer. J'ai travaillé sur une série anglaise qui s'appelle The Pride. The Pride. C'est une série anglaise écrite par Joe Glass et qui met en scène des super-héros LGBT. Ouais. Et il m'a proposé pardon, je ne sais pas si on voit bien. Il m'a proposé de réaliser le 6e épisode du premier arc. Et j'ai dit oui tout de suite parce que je me dis, des super-héros, ça m'intéresse. LGBT, je fais partie de la communauté LGBT, donc évidemment, j'ai saisi l'occasion. Et alors, je vous montre d'autres pages, voilà. Et c'était un projet super amusant, notamment parce que j'ai pu travailler avec un autre ami avec qui je m'entends très bien et que j'ai rencontré grâce à Instagram, qui est Hector Barros,
qui est illustrateur et auteur de comics. Et c'est lui qui s'est occupé des couleurs et de l'ancrage sur tout cet épisode. Voilà, c'était fun, c'était pas forcément l'histoire que moi j'aurais écrite sur le sujet, mais j'ai été content de pouvoir apporter ma petite pierre à son univers, à son histoire. Et en parallèle, je travaillais déjà aussi sur HeroX, donc voilà, ça m'a permis de faire une sorte de petit pas de côté pour ne pas tout porter sur mes épaules. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense, je sais pas, je me rends pas compte. Ouais, tout à fait, hein. Et du coup, finalement, c'est l'aspect de narration qui a commencé à t'intéresser, à te titiller un petit peu plus alors. Oui, via les personnages, plus que via l'intrigue. C'est marrant comme parfois, à force de dessiner des personnages, tu t'attaches à leur look, tu te dis... je veux dire, le dessin, c'est un processus qui peut être assez lent. Tu peux mettre plus d'une heure ou 2 heures à faire un dessin. Et au fur et à mesure, ton esprit vagabonde, ça détend en fait le dessin. C'est quand même une super thérapie. Et du coup, au fur et à mesure que tu le dessines, tu penses à plein de trucs et tu penses à qui est ce personnage, qui il est pour toi, etc. Donc, moi, j'ai toujours été un grand amoureux des comics qui mettaient en scène des larges castings, des équipes. Je suis un grand fan des X-Men, évidemment. J'adore la Légion des super-héros. J'adore les Teen Titans qui ont eu je ne sais pas combien de membres dans leur équipe. Enfin, tout ce qui est un peu récit choral, on va dire, même au cinéma, c'est des choses qui me parlent. Ça m'inspire beaucoup. Et du coup, bah voilà, un personnage en entraîne un autre. Et après, je me dis, mais quelle va être la dynamique entre ces deux-là? Et je passe beaucoup de temps à essayer de les construire. Je fais des fiches de personnages comme je pense chaque auteur où je détermine un peu d'où ils viennent, où ils sont nés, à quel moment. Je vais même jusqu'à leur donner des signes du zodiaque. Bon, ça, c'est une autre passion qui m'aide en fait à leur donner des archétypes de tempérament et ça m'aide dans l'écriture à me dire ah ça c'est pas du tout Verseau comme réaction, ça ne va pas dans l'histoire. C'est intéressant. Ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Ça, je prends pas ça trop au sérieux, mais je l'ajoute aujourd'hui parce que je me dis ça peut parler à plein de gens qui s'intéressent aussi à ça. Comme je trouve l'astrologie comme en termes de symboles et de références et de façon dont on peut interpréter les comportements les uns des autres. Je trouve ça toujours intéressant. Et finalement, quand on écrit, bah, c'est une source c'est une source d'infos en fait, tout simplement. Cool, super intéressant. Super intéressant. Du coup, bah, on a un peu abordé le sujet. Je continue, tu me coupes Gaël hein, quand tu veux, parce que sinon. Vas-y, t'es lancé, je te laisse faire. Du coup, c'est quoi tes influences principales, peut-être tes genres de prédilection aussi? Bah, bonne question. Sujet, hein. Non, c'est large, mais bonne question. Sans mentir, je pense que mes grosses claques. En fait, je ne sais pas à quel moment vous avez commencé à lire les comics. Moi, j'avais 8 ans, c'était en 83, donc je suis vieux. Et du coup, j'ai commencé direct avec les X-Men de John Byrne et Chris Claremont, avec la saga du Phoenix, avec le Hellfire Club. Et là, c'était foutu, en fait. J'ai lu les New Mutants à peu près en même temps que... J'ai grandi à peu près en même temps que les personnages. J'avais à peu près leur âge quand j'ai commencé à lire leurs aventures. Et pour moi, c'était des personnages qui m'ont vachement marqué. On oublie aujourd'hui parce que c'est pas forcément une technique d'écriture qui est mise en avant, mais Claremont, il a vraiment, en termes d'écriture sur le long terme sur ses personnages et en termes de liberté dans la façon dont il les a fait évoluer, waouh, il a été vraiment un super auteur pour moi, à mes yeux. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. Mais en termes d'écriture, je ne sais pas si je me rapproche de lui ou de d'autres. J'aurais du mal à juger. Et en termes de dessin, bah, il y en a trop en fait. Non mais par exemple, j'ai toujours été hyper touché par la simplicité du trait de Paul Smith, qui était justement sur X-Men pendant un moment, qui n'est pas forcément très très connu des fans actuels ou des fans qui découvrent les comics un peu sur le tard. J'adore également Arthur Adams. J'adore Marc Silvestri, Olivier Coipel, on l'a cité. J'ai énormément d'affection pour le travail de Pepe Larraz aussi aujourd'hui. Alors je pourrais pas dire que c'est ça qui m'a inspiré parce qu'il est pour moi un peu plus récent. Et oui, d'ailleurs il a raison, François, il dit les 1000 persos de Pérez. Georges Pérez, quand j'ai grandi et que j'ai lu les Crisis on Infinite Earths et qu'il y avait
dans chaque case à peu près 15 persos, la Justice League, toutes les Supergirls différentes. Enfin bref, ça c'était fascinant. Donc oui, son style, j'adore. Phil Jimenez aussi, qui a été un peu dans la même veine. Mike Wieringo aussi, dont j'aimais beaucoup le très cartoon et en même temps très attachant. John Paul Leon, alors c'est horrible parce que je cite des gens qui nous ont quittés. John Paul Leon qui était sur Shadow Cabinet, une série Milestone qui m'a beaucoup marqué. Milestone, c'était la branche DC Comics qui était dédiée aux minorités, entre guillemets. Ok. Ils ont fait un petit revival il n'y a pas longtemps, ils ont sorti le Milestone Initiative, qui pareil met en avant les auteurs et les personnages issus des minorités. Et il faut savoir que Shadow Cabinet, la série dont je parle, c'était dans les années 80-90. Et force est de constater que même si ça c'est un peu, les comics sont un peu moins blancs, il y a toujours besoin quand même de temps en temps remettre le projecteur sur ces créateurs et ces créatrices. Il y a énormément d'artistes qui m'ont inspiré. Gabriel Rodriguez sur Lock and Key, ça a été une claque phénoménale également. Jelly aussi, à un autre niveau, dans le sens où Jelly, quand il travaillait sur Namor ou des choses comme ça, il avait une façon d'être dans l'épure la plus totale par moment et d'être à la fois, dans certaines cases, très crade, très trash en fait. Beaucoup de textures, beaucoup de détails et j'ai toujours adoré ce paradoxe en fait dans son style. Il y en a plein, hein. Madureira évidemment. Il y en a beaucoup. Okay. Forcément, après, si tu es passionné, clairement. Et en dehors des comics, qu'est-ce que tu as d'autre comme source d'influence oui, bien sûr. Dans le cinéma, la musique, des choses qui viennent aussi de ton imaginaire. Oh, alors là, c'est plus un live qu'on va faire, c'est un séminaire. Passionné, hein. Ouais. Non, mais vraiment, la musique, c'est un truc sans lequel je peux vraiment pas vivre ni créer. Il y a énormément d'artistes qui m'inspirent. Si je devais en citer quelques-uns, bon, ça va être dur. D'ailleurs, je vous détaillerai après, mais par exemple, là, j'adore un compositeur contemporain que mon père m'avait fait découvrir qui s'appelle Philip Glass, qui notamment a fait beaucoup de musique de films aussi, qui sont du coup un peu plus populaires, un peu plus démocratisantes, on va dire. Notamment, je pense qu'il avait travaillé sur Fantastic Four, la version du réalisateur de Chronicle, il me semble. Oui, Phil Glass, en fait, vous écoutez n'importe quel de ses albums et vous êtes dans un trip, une ambiance, quelque chose d'un peu dramatique et en même temps de beau. Ça m'inspire énormément. J'adore le trip-hop. Je fais partie des vieux qui ont connu le trip-hop à son apogée. Et pour moi, c'est le parfait mix entre le côté atmosphérique des musiques de film et le côté un peu urbain du hip-hop. Donc des groupes comme Portishead, comme Sneaker Pimps. J'adore aussi, j'adore pas mal de groupes de rock grâce à mon ami François, justement, qui m'a fait découvrir un peu toute la période grunge dans les années 90, donc notamment Pearl Jam, que j'aime beaucoup. J'adore le hip-hop, j'adore aussi l'électro, la dance, même la pop, en fait. Enfin, j'ai fait des playlists, d'ailleurs, pour chacune des séries. Vous avez vous avez une playlist, en fait, qui est à la fois un peu thématique dans les propos et dans les lyrics, mais aussi un peu dans l'ambiance que j'ai envie de développer dans ces séries. Et aussi en cinéma, j'adore. J'ai parlé tout à l'heure des films, des récits, un peu récits chorales, comme on dit. Donc, par exemple, Robert Altman, qui était très fort pour ça. Ces films m'ont toujours inspiré parce que je me dis, mais comment il fait pour accrocher en aussi peu de temps autant de tranches de vie qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Ouais, c'est un génie. Hein. Ouais, c'est un génie. Graphiquement, il y a un réalisateur qu'on voit pas beaucoup. Qui s'appelle Tarsem. Il a réalisé The Cell dans les années 2000. Ah oui, c'est vrai. Et ce film m'avait pas plus marqué que ça parce qu'il y avait un côté un peu pas gore, mais un peu dark, un peu gothique. Par contre, quelques années après, il a réalisé un film qui n'est pas sorti en salle en France, produit par David Fincher et Spike Jonze. Et ce film s'appelle The Fall. Et c'est un film merveilleux. Pour vous faire le pitch, en gros, c'est une petite fille qui a le bras cassé, qui se retrouve dans un hôpital avec un cascadeur de film qui a eu un accident de cheval. Et ça se passe dans les années 30. Et en fait, le film est brillant de A à Z. La musique est magnifique.
et la photographie est dingue. En fait, il a filmé ce film dans les endroits naturels les plus incroyables du monde. Donc, c'est un tournage qui a duré énormément de temps. C'est avec l'acteur Lee Pace, que vous Ouais. connaissez peut-être, qui dans Mhm. Il y a Fondation. quelqu'un dans le chat qui est en train justement, qui l'a marqué. Tant mieux, j'aime bien quand je trouve des gens qui l'ont vu parce que j'en connais pas beaucoup. C'est un film bouleversant, beau, onirique. Les costumes sont incroyables. Oui, voilà. Je vois les commentaires au fur et à mesure. Ouais, ce film m'a marqué parce que je me suis dit, mince, on peut vraiment faire des choses cinématographiques tellement belles sans avoir recours à l'image de synthèse. Mhm. J'ai absolument rien contre les images de synthèse, bien sûr, mais là, voilà, il nous montre le monde beau tel qu'il peut l'être. Il faut juste savoir aller dans quel endroit, enfin, savoir où aller, dans quel endroit aller. Et l'histoire est vraiment chouette, quoi. Il y a un côté conte et légende et un côté un peu, à la fois un peu naïf et assez poignant. Ok, cool. Alors, non, je pense pas que ce soit Spike Jonze le réalisateur. Il me semble qu'il est producteur. Le film, pour moi, il a toujours été proposé comme étant un film de Tarsem. Je réagis aux commentaires. Mm. Oui, tu as raison. Moi, je n'ai pas vu ce film-là, du coup, je viens de me le noter Ouais, direct. je te le conseille et je serais curieux d'avoir ton avis ensuite pour que tu me dises ce que tu en as pensé. Avec plaisir. J'arrive dans 2 secondes. Je te laisse prendre le relais 2 secondes, Gaël. Allons-y. Oui, pas de problème. Bien. Donc, on va reprendre. Alors, je vois que dans le chat, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Et sinon, donc, je voudrais juste revenir un peu sur la campagne Ouais. Ulule. Si tu devais, justement, pour donner envie, qu'est-ce que tu dirais pour motiver Ok, les gens à, à, c'est à venir parti. baquer, en fait? Bon, alors pour les motiver, je leur dirais voilà, c'est super cool de lire plein de comics qui sont faits par des grandes maisons d'édition, mais c'est bien aussi, je pense, de soutenir des initiatives un peu plus indépendantes euh, et soutenir aussi des auteurs qui parfois sont un peu au début de ce qui pourrait être une vraiment belle et longue carrière. Donc, il ne faut pas hésiter à parier en fait sur des personnes dont vous n'avez pas encore vu ni lu ce qu'elles ont fait. Je dirais aussi que la campagne touche bientôt à sa fin, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut se bouger, faire du bruit autour de cette campagne. Je dirais que je pense que j'ai créé un univers euh, un peu riche, un peu complexe, mais attachant en fait. C'est parmi les critiques que j'ai eues sur le premier album, sur Heroics. Bon, il y avait des critiques tout à fait entendues et constructives qui étaient, bon, il y a peut-être un petit problème de rythme. Ça, c'est le fait que c'était l'adaptation d'un webcomics, donc il y avait beaucoup d'ellipses. Le rythme au début de l'album est un peu dur à tenir. Il y a beaucoup de personnages. Bon, pour moi, ça s'appelle une qualité, mais pour certaines, c'est peut-être compliqué à suivre. Il y a beaucoup de personnages. En revanche, les retours que j'ai eus qui m'ont vraiment fait plaisir, les personnages sont attachants. En fait, dans le sens où on a envie de savoir ce qui va leur arriver, on a envie de savoir quel destin je leur réserve. Et je pense aussi que pour les 3 nouvelles mini-séries et les 3 nouveaux personnages que j'ai créés à cette occasion pour les artistes qui sont Lucia, Sébastien et Sébastien, ils ont eu cette même réaction. Et d'avoir ces artistes avec ce talent qui te disent j'adore ton personnage, j'ai envie de raconter cette histoire, moi c'est déjà un compliment, enfin c'est un aboutissement presque en soi. Non, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de monde qui rejoigne la campagne. C'est pas juste une question pécuniaire ou financière par rapport au succès de la campagne, mais je me dis mince, il y a vraiment un univers qui pourrait être euh, comment dire, plus largement apprécié par les lecteurs et lectrices. Je pense que l'avantage aussi, c'est que vous avez la possibilité de prendre cet univers dès son introduction. Il n'y Au a pas début. 10 000, il y a pas 10 000 épisodes à lire avant ou quoi que ce soit. Et l'avantage aussi, c'est que j'explique des fois aux personnes, voilà, on essaie de faire un mini Marvel à notre échelle, c'est-à-dire on va créer des histoires qui seront connectées les unes aux autres. Vous allez pouvoir vous amuser à trouver le lien. Et on reste des artistes et des auteurs enfin, on est super accessible, quoi. Donc, tous les feedbacks, tout ce qui est les coups de cœur pour les lecteurs et lectrices sur certains personnages, ça nous influence aussi, en fait. Ça nous D'accord. nourrit et ça nous influence. En fait, ouais, voilà. Et après, graphiquement, je pense qu'on est tous à un point où on a progressé. Enfin, moi, je sais que j'ai progressé, je pense. On sait qu'on veut donner le meilleur. On a des styles très différents qui se complètent, mais en même temps, il y a quand même une certaine logique. Entre guillemets, c'est moi qui ai choisi chacun des illustrateurs et illustratrices. Donc,
Oui. Je suis assez pointu dans ce que j'aime bien. Et voilà, j'ai pas été chercher les premiers venus. Et c'est pas juste des gens qui savent dessiner, c'est des gens qui ont une façon de raconter les histoires, une technique de narration qui m'intéresse et qui est, à mon avis, qui va vraiment être reconnue si on arrive à faire exister ce recueil. Et alors, par exemple, si, parce que souvent, quand il y a des sorties, il y a des comparaisons, genre, un livre, il va être entre tel livre et tel Ah livre, et oui, pour donner oui, envie. oui. Et toi, tu dirais quoi? Alors, par exemple, pour Fragment, on a, enfin, quelle référence, lecture assez connue des lecteurs de comics, ça serait entre quoi et quoi? Ah, Alors, même si l'histoire d'univers partagé, Marvel, DC, on a Valiant, tout ça, ok, mais en termes ça serait d'histoire, entre quoi et quoi? ouais. Ouais, Ouais. merci pour cette question. Pas facile, mais ok. Non, non, mais je rebondis sur. Justement, on a eu un journaliste de Comics Blog qui a fait un petit article hier et en tout cas, qui a situé Heroics entre la Brigade Chimérique, je pense parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et Jupiter's Legacy, dans le sens où c'est vrai qu'on Ah ouais. ouais, dans le sens où on essaye en écrivant ça, moi c'est vrai que j'essaye de faire en sorte que on va pas suivre les mêmes personnages tout au long de ce que va être Heroics. Heroics, c'est un terme générique, et c'est pour ça que c'est la série, on va dire, pilier de cet univers. Et on va les suivre, voilà, il y a des personnages qui vont mourir, d'autres qui vont apparaître, etc. L'idée, c'est pour ça que ça s'appelait saga au début, hein, d'ailleurs. C'est la définition du mot saga, ça vient de l'islandais, je pense, ou du finlandais, je ne sais plus. C'est ça, c'est vraiment suivre une famille, une dynastie familiale de sa naissance jusqu'à sa disparition. Et bon, j'ai pas pu utiliser ce titre. Donc pour Heroics, je dirais que c'est ça, c'est un côté imaginer les X-Men pendant la Seconde Guerre mondiale, imaginer. Mais il y a toujours un côté un peu dramatique. C'est pas forcément très comédie fun. Il n'y a pas encore de personnages à la Deadpool qui viennent faire des petites blagues en coin de la case. Pour Whisper, j'ai vraiment l'impression que mon inspiration, c'était si on faisait un personnage un peu à la Punisher, mais avec des motivations complètement différentes. Et un background complètement différent à la base. D'ailleurs, le personnage devait évoluer en Louisiane avec tout un décorum qui était inspiré de tout ce qui est vaudou et compagnie. Je suis un grand fan du film Angel Heart avec Robert De Niro et Mickey Rourke. Et j'ai toujours été fasciné par cette ambiance très oppressante et très malaisante de cet environnement-là. Et finalement, pour les besoins de l'histoire et parce que je trouvais que je voulais sortir un peu de ce cliché, je me dis non, on va faire un truc très urbain et on va mettre le thème de la lutte ouvrière, entre guillemets, un peu au cœur de sa motivation. Et en plus, c'est con, mais c'est un thème qui est encore très présent aujourd'hui. Voilà. Pour Blood Rose, pour Blood Rose, si je devais situer, ouais, j'ai l'impression que ça commence un peu comme un film hollywoodien, un truc un peu léger avec, je sais pas, Cary Grant, Grace Kelly, et ça part un peu en Hitchcock et après ça part en Kill Bill. Ah ouais. Ah, c'est bien. Et l'inspiration, crescendo. ouais, voilà. L'inspiration pour le personnage, c'était plus Daredevil. Et ça, je vous spoil un peu si je vous en parle plus. Mais et c'était aussi un peu le gang de prostituées que vous avez dans Sin City. Voilà. Ok. Pour vous situer un peu l'idée de mettre un peu les personnages féminins au centre sans en faire des victimes. C'est un personnage. Bah, pareil, là, si j'en dis trop, ça va spoiler un peu la fin de l'épisode du premier Ouais, épisode. d'accord. Mais voilà, il y a et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que j'ai quand même essayé de dire non, c'est quand même aussi une histoire d'amour en fait. Il y a quand même une histoire d'amour contrariée, tragique, mais il y a quand même une histoire d'amour de deux personnages qui se rencontrent et qui auraient tout intérêt à juste poursuivre leur vie tranquille dans leur coin. Mais bon, c'est pas le destin c'est pas très marrant à raconter comme destin, donc il fallait briser un peu ça. Et pour Dream Brother, ça, l'inspiration, c'était une musique d'ailleurs. C'était un titre de Jeff Buckley que j'ai écouté en boucle et que j'écoute encore d'ailleurs, que j'adore. Alors, la signification du titre, elle n'a rien à voir avec ce que je pensais. Donc, c'est vraiment juste l'ambiance du titre qui m'a inspiré. Et le titre que je trouvais très beau. Et là, l'inspiration, c'était plus,
je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de raconter l'histoire d'un flic, comme on en voit souvent, mais ça ne va pas être le flic un peu badass ou coriace, qui a tout vu, tout vécu. Non, ça va être le flic un peu rêveur, un peu doux, un peu gentil, en fait, un peu dans la lune, et qui a on va dire, qui a ses propres démons, mais qui sont basés, bah, ça je peux le dire parce que c'est En fait, j'ai essayé d'explorer un peu le thème du deuil à travers cette série-là. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui est plus là et comment on essaie de le faire, entre guillemets, revivre à travers notre imagination, à travers... Bon, lui, ça a l'air qu'il a un pouvoir, donc vous verrez bien comment ça se décline, mais je trouvais que voilà, il y a quand même des thèmes, l'amour, l'amour contrarié, la vengeance, la lutte ouvrière, bon, et le deuil, bon, c'est pas hyper fun, hein, mais je sais pas si ça va faire venir les gens, mais voilà, j'essaie d'écrire des histoires euh, un peu avec un propos plus universel que juste des combats entre super-héros pour l'instant. Oui. Ok. Bon, en tout cas, moi, je suis hypé, hein, j'avoue, C'est vrai comme le disait la copine Silène, avec bah, rien que la lutte sociale, Ouais. C'est j'ai clair. perdu direct. Hein. Prends mon Ok. argent. Après, j'espère que je vais pas trahir cette intention en noyant le poisson dans des histoires de super-héros, etc. Mais c'est pour ça que pour l'instant, dans Heroics, j'essaye d'interroger le concept de héros, en fait. C'est marrant d'ailleurs que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale parce que les héros, le personnage qui est le plus héroïque dans ma première saison, c'est le personnage d'une résistante qui a 70 ans et qui donne un gros coup de caillou sur la tête d'un nazi. Mais les autres, pour l'instant, ils sont tous motivés par des raisons très personnelles. Je ne les sens pas encore être des héros au sens je vais défendre la veuve et l'orphelin. Ils sont vraiment, je ne vais pas dire égoïstes, mais ils sont vraiment chacun dans leur petite ligne leur petit arc personnel. C'est ça qui m'intéresse en fait. Ok. Si on Ouais, avait des sympa. pouvoirs, moi si j'avais un pouvoir, je pense pas que je serais un héros, clairement. Et ce serait quoi ce pouvoir d'ailleurs? Ah, Ouais. d'accord. Bah, là aujourd'hui, ce serait pouvoir arrêter le temps pour pouvoir être sûr de tout livrer à temps, etc. Mais non, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré le pouvoir de la télékinésie. Je trouve ça tellement bien. Mais je me dis que je suis déjà pas très costaud ni très musclé ou quoi. Si j'avais de la télékinésie, je crois que je serais vraiment Stephen Hawking sur mon siège et tout volerait autour de moi. J'aurais plus besoin de bouger, ce serait l'horreur. Ouais, non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour moi d'avoir ce genre de pouvoir. Et vous, c'est quoi vos pouvoirs, Et, les pouvoirs dont vous aimeriez vous servir? moi, j'hésite toujours entre la téléportation et voler. J'ai le vertige, je peux pas voler. Mais oui, Ça vous volez. dépend, non, quand on touche pas le sol, ça va. Hmm. J'ai le vertige aussi, mais ça va. Et toi, En Kevin? parapente, ça va. Ah, moi, ce serait me déplacer dans le temps, je pense. Ah oui? Ah, Ah ouais. moi, je sais pas. Ah, moi, j'aurais Mais ouais. trop peur de bousculer l'ordre. Pareil, j'aurais trop peur de Bon, ben, papy. alors moi, le full dawa. Ah ouais. Ah ouais, non, mais tu vois, c'est Infinite Loop après le livre d'Elsa Chartier, là, Ouais. le gros bazar, Et quoi. Moi, je suis full dawa. d'ailleurs, je me permets de rebondir parce que tout à l'heure, je disais oui, ce qui est intéressant pour les lecteurs et les lectrices, c'est peut-être de pénétrer dans un univers qui est à peu près encore cohérent parce qu'il est tout jeune. Mm. Et il faut savoir qu'il y a 4 règles dans cet univers que chaque scénario va respecter. Et du coup, j'appelle aux scénaristes qui voudraient nous rejoindre et qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je ne vais pas publier des choses qui sont hors de cet univers, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, c'est pas mon propos. Mais si vous voulez écrire des histoires qui se passent dans cet univers, pas de problème, on en parle. Ah, c'est chouette. Ouais, bah oui, le but, c'est pas que je joue tout seul dans mon coin. Hein. Là, pour la première année, je pense que c'est bien d'avoir un scénariste qui orchestre les choses parce que voilà, faut pas que ça parte dans Faut tous les sens. poser les bases, les fondations un Ouais, peu faut de l'univers aussi. Exactement. Et il y a 4 commandements dans dans ces fondations. Il n'y a pas de voyage dans le temps, justement. Ah. Non, trop compliqué à écrire, trop Pas le facile, bordel. trop Deus Ah, ex puis c'est bon machina. pour avoir les gens qui viennent râler en disant non, mais là, c'est pas cohérent, ça marche pas. Je maîtrise pas ça. J'ai pas le QI nécessaire pour écrire des histoires cohérentes là-dedans, donc je veux pas me lancer là-dedans pour l'instant. Donc pas de voyage dans le temps, quoi qu'il arrive. Pas d'extraterrestres, parce qu'il y a suffisamment de Ah ouais. complexité, entre guillemets, dans tout ce qu'il y a sur Terre pour explorer ça. Il n'y a pas de magie. Ah ouais. Non, la magie m'intéresse dans les récits qui sont bien écrits, oui, mais moi, je pense que je serais incapable d'en faire quelque chose d'intéressant. Et à ce titre, je pense que pour moi, c'est souvent très. C'est un mot valise, un mot tiroir qui permet de faire passer beaucoup de choses.
c'est quoi les D'accord. limites de la magie en fait? Bon, Ouais. moi j'aime bien qu'il y ait des contraintes parce que je trouve que c'est ça qui crée la créativité aussi. Si Oui. vous dites qu'il y a des pouvoirs, les pouvoirs magiques existent, ben alors oui, mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le pouvoir de refaire la réalité ou voilà, ça manque un peu de, pour moi, ça manque parfois de structure ou de logique et je me perds en fait dans la magie. C'est un peu cheaté. Ouais. Exactement ça. Ouais, c'est Et, l'action replay du truc, quoi. et le Pardon. dernier, commandement, c'est que si vous voyez un personnage mourir à l'écran ou dans la case, il est mort Ah, ou elle est morte et il reviendra pas. Euh, Il y a, je vais pas spoiler, mais il y a une exception qui est pas pour tout de suite. Hein. C'est un personnage pour les autres saisons de Fragments. Mais ça tient justement à ce personnage-là précisément. Et c'est, on va dire, la pièce unique. Mais l'idée, c'est qu'on va éviter de faire du sensationnalisme en disant attention, ce personnage va mourir. Oui, il va mourir et vous le verrez plus. Mais c'est ça la vie en fait. C'est de Mm. que ce que tu fais après une fois que la personne a disparu et comment tu avances quoi. ouais. C'est à mon sens un peu plus. C'est pas que c'est un peu plus intéressant, mais c'est intéressant de te dire faut pas avoir peur de tuer tes personnages favoris. Ce que ne peuvent pas faire les gros éditeurs parce que leur personnage, c'est pas juste un personnage, c'est une franchise, c'est des jouets, c'est des films, etc. Mm. Nous, on n'en est pas du tout à ce stade. Au mieux qu'on puisse avoir éventuellement, et je croise les doigts pour que ça arrive un jour, c'est des gens qui font des cosplays, des personnages, ce serait fun. Mais sans ça, vous pouvez vous attacher à eux, mais Pas trop. à vos risques et périls. Trop. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire que l'action se déroule dans les années 50? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai. Figure-toi que j'ai commencé par écrire une BD qui s'appelait Partisan et qui se passait dans le futur. Mais à l'époque, le futur, pour moi, c'était 2020. Donc, pour te dire. Et ça se Dans notre passe. passé. Ouais, voilà. Et je me dis, ouais, pour moi, j'adore cet univers. C'était des jeunes avec des pouvoirs. C'était un peu plus à la mode, on va dire. Ils étaient un peu plus sexy, un peu plus cool. Et, et je me suis dit, ouais, mais d'où viennent leurs pouvoirs? Et je me dis, bon, bah, j'ai commencé à imaginer dans ma tête, ok, on va dire que c'est ça qui s'est passé à peu près à cette période-là. Dans les années 50, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, petit à petit, je me dis, ah, mais je vais un peu recréer un peu mes Invaders à moi en imaginant une équipe, pardon, avec des personnages qui viennent un peu de différents endroits en Europe, dans différents continents, et me dire, ah, c'est ces personnages-là qui ont lutté contre les nazis. Et en les dessinant, et ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, je me dis, ah, mais en fait, ils sont pas mal, ces persos. Et pourquoi je m'amuserais pas à raconter l'histoire dans l'ordre? Et plutôt que de commencer en 2020, je retourne en. Et finalement, c'est pas un créneau que j'ai voulu, c'est pas du tout un récit historique. Hein. Je vais pas, c'est pas l'histoire de. C'est pas la Seconde Guerre mondiale en BD. Hein. Rien contre Ouais. l'histoire de BD, mais bon, je ne saurais pas le faire. C'est pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une période de crise humaine où je pense qu'il y a des gens qui se sont révélés à la fois dans leur cruauté, les atrocités qu'ils pouvaient faire, et d'autres Dans qui sont devenus, le sens. dans l'autre sens, des gens qui ont eu des actes héroïques, des gens qui ont sauvé des centaines d'enfants juifs. Et tu dis, mais waouh! Et bon, je dis pas que c'est la dernière crise, on en a tous les jours des crises comme ça. Aujourd'hui, il y en a encore tellement. Mais c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, il y en a encore tellement que finalement, ça résonne en moi, en fait. Alors, est-ce que j'ai des bonnes connaissances sur l'époque des années 50? Alors, oui et non. Bonne connaissance dans le sens où c'est une époque qui m'attire, qui me parle esthétiquement, j'adore. Que ce soit à travers la mode, les véhicules, les arts, etc. C'est une période que j'aime beaucoup. Connaissance, on va dire, historique. Je suis très mauvais en histoire, il faut le savoir. En histoire géo, hein, j'essaye d'écrire des histoires, mais en histoire géo, je suis pas trop. Donc voilà, je suis pas en train de. C'est pas une uchronie où vous allez voir exactement ce qui s'est passé derrière le meurtre de JFK, etc. Non, je suis pas dans ce créneau-là en fait. Ok. Et c'est pour ça qu'effectivement il y a une ville fictive qui me sert aussi à faire une sorte de bulle un peu d'ambiance, mais qui va pas forcément aller chercher dans tout ce qui s'est passé dans notre histoire pour rebondir. En fait, c'est le temps, là, c'est plus du décor. C'est pas vraiment un élément de l'histoire en soi. C'est du décor, on peut piocher pour s'en Je, servir, mais dans l'histoire, mais ouais, je pense que c'est un peu pour donner aux lecteurs et aux lectrices le contexte qu'on a un peu dans notre culture générale à tous. Voilà, au fur et à mesure que l'histoire va progresser, qu'on va passer dans les années 50,
On sait un peu que c'était des années c'est le début des 30 Glorieuses, que c'était un peu plus fast, que les gens étaient un peu plus légers, qu'il y avait l'industrie du divertissement qui commençait à se développer vraiment avec le cinéma notamment. Dans les années 60, on va avoir des mouvements un peu de libération, de contestation qui vont commencer. Années 70, c'est la guerre à nouveau, en tout cas la guerre du Vietnam. Tout ça. Je vais essayer aussi, c'est un truc, j'en ai pas trop parlé jusque-là, mais bon, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de la communauté LGBT, je suis gay. Pour moi, la représentation dans ce que j'écris et dans ce qu'il y a sur la page et même dans l'équipe avec qui je travaille, c'est hyper important. Donc, je vais essayer petit à petit d'être de plus en plus attentif à à ma façon de mettre en scène certains types de personnages. Personnages du monde arabe notamment, qui pendant des années dans les comics ont été juste les méchants. Je défie beaucoup de gens de citer plus de 5 personnages d'origine arabe qui soient entre guillemets des rôles positifs. Pas récemment, ça s'est bougé chez Marvel notamment, ça a bougé à travers Green Lantern aussi, chez DC aussi, je pense. Mais bon, il a fallu attendre longtemps quand même. Et pourtant, c'est des personnes qui ont aussi envie de lire des histoires et peut-être de pouvoir s'identifier, et ça manque. Donc moi, je n'ai pas la prétention de savoir écrire forcément ces personnages-là, mais je vais être attentif en les incluant, je ne vais pas suivre ce qui a été fait jusque-là à l'époque. J'espère que j'y réussirai. Ouais, on peut que saluer cette démarche de toute façon, c'est hyper important de toute façon, je pense. Je pense aussi. Je pense aussi. Vraiment, que ce soit pas. On en avait parlé avec Saïd Konapress dans Oops. Elle parlait justement de minorités, de personnes qui ont des morphologies différentes. C'est hyper important. Je pense que l'art en général soit représentatif du maximum de ses lecteurs et de ses lectrices. Pour moi, ça me semble un non-sens qu'on ait des personnages ultra stéréotypés. Alors, ok, c'est plus facile peut-être pour l'identification, et encore, franchement, je me pose question parfois. Mais voilà, je pense que tu vas dans le bon sens. C'est ça le sens de l'histoire. Je pense aussi. Après, moi, on est tous au premier rang de tout ce qui est en train de se passer dans le monde en général et en France en particulier. Mais ouais, moi, ça me tient à cœur. Notamment, par exemple, quand j'ai briefé, on va dire, Sébastien pour le personnage de Dream Brother, le personnage de Jude, j'ai dit, je veux pas que ce soit le héros avec la grosse mâchoire carrée, les épaules, la barbe, etc., mal rasé. Je veux pas que ce soit le cliché du détective de policier des années 50. J'ai besoin que ce soit au contraire le petit joufflu. En fait, oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, j'avais des playlists pour chaque série. J'ai aussi des castings pour chaque série. Que je diffuserai peut-être d'ailleurs d'ici la fin de la campagne, parce que je trouve ça assez fun. Pour chaque personnage de chaque série, j'ai un acteur ou une actrice en tête qui, à mon sens, pourrait incarner très bien le personnage. Ouais. C'est pas prétentieux, mais c'est une façon pour moi de montrer aux artistes à qui j'ai pensé quand j'ai écrit, sans devoir moi le dessiner. Parce que si je le dessine, ils vont peut-être avoir déjà un premier filtre de ce que j'ai en tête. Non, moi je les ai quasiment pas dessinés, ces personnages, à part pour le roll-up que j'ai fait là pour le salon de Tours. C'est des personnages qui existent via les artistes et via le casting que moi j'ai en tête. Donc pour chacun des héros que vous allez découvrir, que ce soit dans Heroics, dans Blood Rose, etc., même les personnages qui sont entre guillemets secondaires, il y a une actrice ou un acteur dans notre tête. On sait que on n'est pas obligé de faire de la ressemblance, hein, c'est pas le but. On n'est pas. Et Brian Hitch avait fait ça très bien avec Ultimates, où il s'était dit pour moi Nick Fury c'est Samuel Jackson. Bam, c'est pas, je leur demande pas du tout de faire de la ressemblance. On n'est pas des portraitistes, mais je me dis voilà, s'il y avait un archétype, si ce personnage devait être une représentation de quelqu'un, ce serait ce genre de personne. Et du coup, pour Dream Brothers, c'est l'acteur Josh Gad que j'adore. Qui n'est pas vraiment dans les canons de beauté hollywoodiens habituels. Et c'est lui qui jouait l'acolyte de Gaston dans La Belle et la Bête. Il a fait plein de films et de séries intéressantes, mais il a un peu ce côté un peu petit, joufflu. Josh Gad, c'est G-A-D. Ouais. Et j'adore. Je me dis, mais pourquoi c'est pas ce genre de personnage qu'on voit dans des séries ou dans des films de super-héros? Moi, ça m'intéresserait, en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et alors, j'ai une autre question. Ouais, vas-y, Gaël. Parce que c'est parce que tu vises un peu, tu vois ça comme un comics, que tu places l'histoire aux États-Unis, ou il y a une autre raison en fait. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça sert l'histoire en elle-même, que ça se passe aux États-Unis, ou c'est parce que c'est un comics
que ça se passe aux Ouais, États-Unis? c'est une bonne question. Je pense que il y a un côté un peu inconscient de ma part là, dans ce choix-là. Euh, J'en ai lu tellement des comics que je me suis dit, j'ai pas envie de raconter un truc qui se passe en France. J'avais pas envie d'avoir la France comme référence. Euh, Tiens, il y a un éclair. Je sais pas vraiment te dire si c'était un choix conscient, mais pour moi, ça a toujours été non, non, je veux des gratte-ciel, je veux comment dire, des rues à perte de vue. Je sais comment je peux trouver ça dans plein d'autres endroits du monde, mais voilà. Mm. Et en fait, c'est aussi ça, c'est tu veux faire du comics, donc quel code du comics tu vas récupérer pour te dire je fais du comics? Est-ce que c'est Ouais, le... c'est ça. Mm. Moi, j'essaie de récupérer les codes qui m'intéressent, c'est les thématiques sur l'héroïsme en général. Pardon, c'est le format qui n'est pas un format franco-belge trop grand. C'est le fait de faire des aventures à suivre et c'est le fait aussi d'avoir un univers partagé. Pour moi, c'est pour ça que je me dis, bah oui, je fais du comics. Je suis peut-être français, etc. Mais pour moi, ça reste du comics. Après, ça reste du comics, mais du comics, ça reste de la BD. Donc, ça peut toucher beaucoup Oui, Oui, plus de gens. Mais, mais effectivement, je pense qu'inconsciemment, les États-Unis, à l'époque où j'ai commencé en tout cas à écrire l'histoire, j'avais un peu cet idéal de ce que ça pouvait être. Mais aussi, j'avais aussi conscience que bah, c'est un pays tellement paradoxal, avec le bon et le mauvais quasiment au même niveau, quoi. Euh, non, ça me paraissait plus simple. Par contre, parmi les histoires que j'envisage d'écrire par la suite, euh, il y a un arc qui est d'ailleurs assez. Enfin, il va pas être pour tout de suite, hein, donc c'est même pas que je vous spoil, c'est que là, si je suis encore vivant au moment où j'ai envie de faire ça, si on est tous encore vivants, c'est. Non, j'avais envie de symboliser aussi que bah, l'histoire se passe peut-être aux États-Unis, mais en parallèle, il y a le même genre d'histoire un peu partout dans le monde, notamment sur le continent africain, notamment en Asie, enfin, genre en Russie, etc. Enfin, il va y avoir un peu, à un moment donné, une révélation que bah, tout ça, ça se passe un peu partout, en fait. Et ça va les super-héros ou les personnes avec des pouvoirs vont se réunir de façon assez formatée parce que ils vont vouloir représenter un petit peu chacun leur culture, leur continent en fait. d'accord. Donc, Et ouais, j'allais est-ce dire qu'il y a... le dernier indice, c'est Jeux Olympiques. Voilà. Ah, et justement, les pouvoirs, est-ce que là, par exemple, en lisant Heroics ou en lisant Fragment, on sait leurs origines ou pas encore? Oui, alors on sait, oui, on sait, mais il y a un petit twist. Dès la première partie d'Heroics, en fait, tu vois là, un scientifique qui est un des personnages principaux qui s'appelle James Norton qui fait une expédition avec une fondation scientifique avec deux de ses acolytes pour enquêter sur une source d'énergie qui a été signalée en Himalaya qui paraît étrange. Donc ils y vont pour prendre des mesures, etc. Et t'en as un des trois qui part en délirium en fait et qui fonce vers cette source d'énergie qui est une espèce un peu de d'aurore boréale un peu bizarre quoi. Et il disparaît, il meurt, ça explose quoi. Et l'énergie disparaît avec lui. Voilà. D'accord. Donc j'en dis pas plus, mais c'est pas une énergie extraterrestre. C'est juste voilà, c'est comme si aujourd'hui il y avait une source on va dire de radioactivité ou d'une forme de radioactivité et bah là quelque part cette énergie elle se mélange à cet humain et du coup bah, c'est pour ça qu'elle va atteindre d'autres humains en fait. C'est un peu comme si elle D'accord. s'était greffée et ok. qu'elle est compatible avec les humains. En fait. Très bien. Ça reste une origine assez classique. Hein. J'ai pas inventé l'eau chaude, mais Ah non, mais mais C'est il bien. n'y a pas d'extraterrestres. Moi, je voulais vérifier que c'était bon Ouais. pour les ouais, règles. non, il y a pas d'extraterrestre. Il y a pas d'extraterrestre. Du coup, c'est un projet, là, Fragment, Ouais. qui prend combien de temps, là, finalement? Tu es dessus depuis combien de temps? Euh, alors la suite d'Heroics, j'ai commencé à faire mon storyboard il y a un an et demi, 2 ans. L'envie de faire fragments avec un peu plus d'artistes, enfin avec d'autres artistes, etc. Ça m'est venu pas l'année dernière. Bah oui, c'est ça, il y a presque un an et demi, 2 ans. Ok. Et après le temps d'écrire ces scripts, des pitchs dans un premier temps, ensuite de trouver les artistes,
de rédiger les scripts et d'en discuter avec eux, de faire les rendez-vous téléphoniques en anglais, des choses comme ça. Oui, oui, c'est quelque chose qui est un long développement et comme je disais tout à l'heure, bah, je travaille à côté. Ouais. J'ai la chance d'avoir un travail qui me permet d'avoir du temps libre en assez bonne quantité malgré tout. Mais oui, oui, c'est des développements qui sont longs. Le premier album, je l'ai fait entièrement en tradi, sauf les couleurs et le texte, mais les dessins sont vraiment, c'est des planches, enfin c'est du crayon et du feutre, quoi. Mais là, je suis passé en numérique. Ok. En tout cas, pour travailler sur Heroic, ce sera en numérique. Ce qui est peut-être même une bonne chose pour moi, ça me permet d'expérimenter un peu plus, de sortir de ma zone de confort. Je sais que Lucia travaille en numérique, Sébastien travaille en numérique, mais Sébastien, c'est compliqué, il y a deux Sébastien. Mais Sébastien, donc sur Whisper, lui, il a des planches originales. Lui, il fait vraiment, ouais, il travaille à l'ancienne et ses planches, elles sont Ouais, magnifiques. c'est l'air fou. Franchement, ça a l'air dingo. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est celui qui m'a chopé l'œil en premier. Oui, bah Qui m'a- c'est entre guillemets. Alors ça, c'est pas du tout les comparer au sens dénigrer les autres, mais c'est celui qui a le style peut-être encore plus abouti parce qu'il est un peu plus long depuis plus longtemps dans le domaine. Il est plus âgé, il a à peu près mon âge, je pense. Euh, et, et oui, il a pu travailler son style sur une série qui s'appelle Le Privé, qui est publiée aussi chez North Star Comics, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et sa Ok. série Le Privé, c'est du roman noir, quoi. C'est du Raymond Chandler en version moderne avec des politiciens véreux, Ah ouais, des femmes cool. fatales, etc. Mais avec un scénario. Alors, c'est pas lui qui fait le scénario, mais pour moi, il insuffle tellement son style, il imprègne tellement sa patte dans l'histoire que je vois pas cette histoire dessinée par quelqu'un d'autre, elle serait pas aussi captivante. Donc, Ok. ouais, ça m'étonne pas que les gens réagissent peut-être un peu différemment à son style à lui, parce que pour l'instant, des planches qu'on a pu diffuser, parce qu'on a d'autres, c'est celles qui sont assez marquantes. Mhm. Mais je pense que ce soit Lucia et Sébastien, et aussi moi, j'espère, il ne faut pas que je m'oublie, on espère qu'on va vous bluffer aussi pas mal. Du coup, j'ai une petite question. Donc là, sur la campagne, on est à quoi? Du coup, on est à mi-parcours sur Ouais, le montant qui faut. Alors, On est 56%. ouais, à 50. on est que à 56%, il nous reste 8 jours, c'est compliqué. Je pense que c'est dû à deux choses. J'ai beaucoup travaillé, hélas, les 3 mois qui ont précédé le début de la campagne, donc il y a des choses que j'ai peut-être pas assez anticipées. Donc ça, j'en prends vraiment mon parti. Je sais que c'est ma première campagne, on va dire, un peu en solo, enfin, même si Alexandra m'aide énormément, c'est un peu moi qui aiguille les choses. Et l'autre chose, c'est qu'on a demandé une grosse somme. C'est une campagne à 20 000. La plupart des gens qui atteignent 20 000, c'est parce qu'ils ont demandé 15 000. Et moi, j'ai pas pensé comme ça. Je suis un peu con sur le coup. Euh, et du coup, oui, on aurait déjà presque atteint les 100% si j'avais demandé 15 000 et on aurait été plus à même de dire, hey, allons-y, continuons. Là, c'est vrai qu'il faut aller les chercher à l'arracher. Et puis, En fait, c'est ça, c'est le fait quand c'est un peu haut, les gens ils sont un peu frileux, ils disent ah bah c'est pas ça, il y a pas encore les 100%, je me lance peut-être pas, etc. ouais, c'est bizarre. Le monde appelle le monde. Donc, C'est ça. c'est Ouais, comme quand tu es dans un resto, ils te mettent près de la fenêtre s'il est vide pour être sûr que les gens dans la rue voient qu'il y a du monde. Alors qu'en fait. Exact. Donc, moi, on commence à entrevoir des solutions en cas d'échec. C'est normal. On n'est pas sûr de nous au point 2. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas motivé ou quoi que ce soit et qu'il ne nous reste pas des cartouches à dégainer. Mais je me dis oui, il faut qu'on trouve une solution, des solutions autres. On commence déjà à y réfléchir au cas où. Mais il faut que le projet se fasse. Ce serait trop bête en fait. Mm. Ce serait vraiment trop bête. Je pense. Enfin, je me dis, il y a pas assez d'initiatives audacieuses. C'est marrant parce que l'article de Comics Blog revenait vachement là-dessus sur le terme audacieux, ambitieux plutôt. Et c'est vrai, ambitieux, ça fait du bien en fait d'avoir de l'ambition même si on se plante. Enfin, je me dis, j'aurais été content de me dire, hey, j'ai cru dans ça parce que je me dis, le concept vaut la peine. Il n'y a pas beaucoup de. En fait, en BD, j'ai l'impression qu'il y a pas il y a des spin-offs, mais il n'y a pas beaucoup d'univers partagés qui se lancent comme ça d'emblée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre Mm. 3 aventures, trois styles de personnages, 3 ambiances différentes, même 4 avec Heroics. Et tout ça a été pensé pour que vous puissiez naviguer de l'un à l'autre, en fait. Vous puissiez préférer telle histoire et plutôt qu'une autre, mais ça fonctionne quand même, quoi. Euh, Oui.
Moi, ce que j'ai eu l'impression, enfin, c'est même pas une impression, ça a été assez clair dans ce que tu disais, c'est que en plus, t'as déjà tout en tête. Là, t'as déjà des arcs dans super longtemps, etc. Donc, je pense que quelque part, ça peut être aussi assez rassurant quand on Ouais. t'entend parler de cet univers, c'est que tu sais où tu vas et que clairement, c'est pas ah bah tiens, j'ai lancé ça, puis ah bah qu'est-ce que je peux faire derrière? Non, là, on a vraiment l'impression Ouais, que c'est déjà bien chapitré dans ta tête, que t'as déjà bien des idées oui, et que quelque part, si on se lance dans cet univers, on se lance pas dans le vide parce que derrière, on sait qu'il y aura, il y a matière. Et oui, moi, c'est vrai que pour quand justement tu parles d'univers partagé, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit mais est-ce qu'il est capable attends, est-ce qu'il est capable de nous sortir ça, ça et ça en même temps et puis finalement là on t'entend parler, on se dit mais en fait il a déjà tout calculé, tout est déjà prêt. Euh, non ça c'est le sixième arc, waouh, non. d'accord. Alors, Donc je, c'est vrai que je rebondis sur ta question. Oui, c'est une histoire que je mûris depuis très longtemps. L'histoire, on va dire la trame générale, d'accord, l'histoire de cet univers. Euh, j'ai pas tous les détails, évidemment. J'ai pas tout écrit en oui, avance parce que le problème quand tu écris trop en avance aussi, c'est que surtout quand tu dessines, c'est que bah, tu écris en avance. Ça veut dire que le temps que tu te mettes à faire ton découpage, ton storyboard, tu dessines, tu encres, tu colorises, ton histoire, tu as l'impression que tu la racontes 7 fois, tu vois, et ouais. tu t'en lasses, entre guillemets. Donc, moi, j'explique souvent, et j'en ai parlé justement à Tours lors d'une petite table ronde. En général, ce que je fais, c'est que je me dis, je sais où je veux aller, je ne sais pas exactement par quel itinéraire je vais passer, mais je sais que c'est ça que j'ai envie de raconter, je sais que c'est ça le thème, Ouais. le propos. Je sais que j'ai envie d'avoir ce type de personnage, mais par exemple, tu vois, juste pour la petite anecdote, dans Heroics, il y a 2 personnages, j'avais prévu de les mettre en couple, entre guillemets, à terme, et un jour, en crayonnant, j'en ai mis deux, enfin, j'ai mis un des personnages en couple avec un autre personnage. Juste comme ça, je les ai dessinés dans une posture où on sentait qu'il y avait une sorte de complicité. Et je me dis, ah, mais c'est mieux ça, en fait. Ça m'intéresse plus. Il y a plus de ressorts dramatiques ou de. Il y a moins peut-être. Et plus de logique, peut-être. Et du coup, bah, j'ai dévié de mon idée de départ. Donc, oui, je sais où je vais, mais il y a quand même une marge Oui. d'improvisation et de surprise possible. Et si j'arrive à improviser et à me surprendre, entre guillemets, bah, peut-être ça va surprendre aussi les lecteurs, et c'est le but. Mais et sinon, oui, alors pour rebondir aussi sur ta remarque, c'est que là, en fait, l'idée, c'est d'avoir c'est Heroics qui est la série pilier, qui sera entre guillemets une série continue. Donc ça parle aux lecteurs de comics en général. Quand je dis série continue, ils savent de quoi je vais parler. Et les 3 autres séries sont des mini-séries. Donc en 3 épisodes, je vais raconter une histoire. Et si tout fonctionne dans l'idéal, ce qui sera jamais le cas, mais tant pis, Fragment saison 2, ce sera 3 autres mini-séries avec des autres personnages et d'autres artistes, ce qui nous permettra de continuer à avancer dans le temps, avancer dans les thématiques, étoffer encore l'univers avec d'autres personnages. Et ça, c'est pour 2 raisons. L'idée, c'était de continuer à proposer des choses un peu fraîches, avec pourquoi pas, si les artistes et les lecteurs sont partants, pourquoi pas poursuivre quand même les premières histoires. Et aussi, c'était justement de ne pas bloquer les artistes sur un trop long temps, enfin sur un terme trop long. Là, finalement, les 3 épisodes que chacun va produire, ça équivaut à 96 pages. C'est un album, en fait. C'est pas non plus, allez, c'est parti pour 12 numéros. Voilà. S'il y a du succès, s'il y a de la demande, si eux sont partants pour continuer, oui, moi je suis pour imaginer d'autres histoires avec ces personnages, évidemment. Mais pour l'instant, je me fais violence parce que c'est pas dans ma nature. J'essaie de restreindre mon histoire à 3 épisodes. Ok. En fait, ça fait un peu comme Radiant Black aux États-Unis là en ce moment. Avec Peut-être, ouais, mais Radiant j'ai pas. Black qui est le pilier, puis après il y a Red. Pink, Radiant Pink, Red et compagnie. C'est vrai que a priori c'est aussi des mini-séries, mais ça se raccroche à l'univers. Mais je pense qu'il faut que je me procure des TPB pour cette série parce que j'ai un épisode par-ci, un épisode par-là. J'avais même pas compris le principe. Parce que je dis en ce moment, je les lis, les comics, je les lis dans un état quand je suis Ouais. au bord de. Ah bah voilà, ouais, parfait. C'est beau, hein. Ouais, c'est trop beau. Franchement. C'est une de mes séries coup de cœur actuellement. Ah bah je comprends, c'est de la Fuente qui est sur le dessin toujours ou pas? Oui, il me semble. Ouais, non, mais Ils sont plusieurs. non, c'est magnifique. Ouais. Les peu d'épisodes que j'ai vus et que j'ai, enfin j'en ai 2 je crois que j'en ai 1 ou 2,
mais ils suivent pas en plus parce que j'ai raté la moitié. Bref, non, j'ai adoré. Mais c'est cool que vous me disiez ça parce que j'avais pas conscience que c'était. Après, je pense que ça s'inspire un peu de tout ce qui est, désolé, Power Rangers, etc. Non, dans l'idée d'avoir des déclinaisons de couleurs ou ça n'a rien à voir. Ça, Eh ben, je sais pas, moi. moi, je trouve pas plus que ça. Je trouve que vraiment ça a sa marque propre. Et regarde-moi cette planche là, quand elle est dingo. Ouais, j'avoue. Le personnage qui tombe et qui brise comme ça les bords, Ouais, et c'est les couleurs, complètement fou. l'évolution de la couleur et tout. Ouais, non, c'est magnifique. Et ça, enfin voilà. Bon. Non, mais Mais j'ai en tout aucun cas, doute sur le fait que ça peut me plaire. C'est juste que là, je sais pas si c'est Murder Falcon que je vois derrière toi, Gaël. Ouais, Ouais. ouais. Bah, tu vois, je l'ai acheté quand c'est sorti, je l'ai toujours pas lu, pour te dire le retard. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et pareil, je sais plus quelle autre série par Gabriel Walta qui est sortie chez Tikeo, je l'ai acheté en me disant ouais, ça va être génial. Et je l'ai toujours pas lu. Non, les séries que je lis au quotidien, j'allais dire, c'est les séries X-Men parce que j'ai envie de me tenir au courant de ce qui sort, parce que j'aime beaucoup les personnages. Mais les séries un peu one-shot comme ça, c'est des trucs que je me réserve pour quand j'aurai la jambe cassée ou je sais pas, le bras cassé. après le ski. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai deux questions quand même. Alors, on va Vas-y. partir de l'hypothèse négative. Imaginons, tu n'arrives pas au bout de la campagne avec le Ouais. financement que tu souhaites. Est-ce que tu as des solutions pour que quand même le livre sorte et que les personnes qui auront baqué puissent se procurer le livre ou c'est mort, c'est mort? Pour que le livre sorte, je pense qu'il faut que moi j'injecte ce qui manque. D'accord? Et là, je suis en train de voir ce qui est possible de faire. D'accord? Bon, je vous cache pas que c'est un peu un risque quand même. Et il faut que j'étudie. Je pense que c'est pas un risque en termes de ça va me mettre dans la merde ou quoi que ce soit, mais enfin potentiellement aussi quand même. Mais il faut que je sois sûr du coup de que ça ne devienne pas un gouffre derrière pour la suite. Après, d'autres solutions, c'est que même si ça se fait pas comme ça, bah, on peut peut-être aller voir des éditeurs en fait. Mhm. Après tout, why not? Ok. On peut peut-être aller voir des personnes qui sont plus spécialisées dans les campagnes aussi, dans les campagnes de financement. Là, il fait un orage terrible. Et je ne sais pas si j'ai fermé toutes les fenêtres chez moi. Je vais avoir la surprise. Et je peux vous demander une minute? Vas-y, Je vérifie vas-y. pour être sûr que je suis Ouais, pas en train bah de oui. demander. Oui. De toute façon, petit aparté, je sais même pas quelle heure il est, Gaël. Eh bien, écoute, mon très cher Kevin, il est 21h57. Ah oui, quand même. Parce que moi, je sais même pas si je vais avoir assez de batterie. Donc, je propose qu'on fasse encore un Moi, j'ai petit. chargé. Me Un petit Ouais. revoilà et minute. tout va bien. Et oui, j'ai entendu que tu disais, tu avais peut-être. Il est tard déjà, oui. En fait, je sais même pas, j'ai pas l'heure sur le téléphone, je peux rien toucher, je sais même pas mon niveau de batterie. 21h55. On discute depuis 1h25 maintenant. Bon, alors ça, c'est l'hypothèse un petit peu, bon, j'espère pas que ça va arriver. Et imaginons, bon, demain la campagne elle est financée. Est-ce que l'ouvrage sera disponible en librairie traditionnelle après coup? Alors, l'idée, il y a deux idées. L'idée, c'est que l'ouvrage soit disponible pour les contributeurs et contributrices en même temps que le festival de Blois, qui a lieu, BD Boom, hein, qui a lieu en novembre. Enfin, D'accord. on aimerait bien viser Saint-Malo, mais voilà, ça prend du temps de faire des cases hein, quand même. Donc, les contributeurs et contributrices, c'est dur. Bon, les personnes qui ont participé à la campagne seront les prioritaires. Et éventuellement, imaginer une sortie officielle dans les librairies. Ah oui, et les librairies partenaires, parce qu'il y a des librairies qui peuvent participer à la campagne aussi. Ça, je ne l'ai peut-être pas Oui, il y assez en a dit. vu. Oui, il y avait Il y a, des packs, ouais, ouais. voilà, T'as il y des a des packs, packs ouais. qui sont dédiés aux libraires avec des conditions un peu préférentielles. Et une sortie plus large, mais alors ça, c'est pareil, c'est pas évident parce qu'on est encore vraiment un tout petit éditeur qui démarre. Plutôt en janvier et du coup avec une sorte de lancement pour Angoulême. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est Ok. pour le 1. Donc, est-ce qu'après, on fait un système d'abonnement pour que les gens puissent s'abonner déjà au deuxième ça, c'est encore des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse parce que faire une campagne pour chaque numéro, à la base, je voulais faire une campagne pour les 3 premiers. Hein, donc, vous imaginez même pas Ah ouais. le montant que C'est ça aurait usant, été. les campagnes. Hein. Oui, Ouais, et puis c'est amusant. l'idée, c'est de pas devoir en faire 3 par an ou 3 en un an et demi parce que c'est vrai, comme vous dites, c'est usant en fait. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est chronophage parce qu'effectivement, il faut produire les vidéos, il faut produire les visuels, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent lors des événements, il faut être en totale sympathie avec tous les libraires, il faut y trouver d'autres partenaires dans le milieu de la BD, d'autres personnes qui font de la BD qui peuvent
vous donner un petit coup de main, un petit coup de projecteur. Donc ça, c'est ce que vous faites ce soir d'ailleurs, j'apprécie énormément. Bah, avec plaisir. Et en fait, c'est usant parce que il y a derrière tout l'ascenseur émotionnel de ah ça va marcher, ah ça monte, ah non là ça stagne, ah non ça monte, ah ça stagne, ah ça redémarre, non. Ça faut avoir les nerfs bien accrochés quoi. Ouais. Et donc j'essaye de pas le prendre personnellement quand je vois que ça stagne un petit peu ou que je me dis peut-être qu'on n'arrivera pas à faire les 100% parce que je me dis c'est un job en fait et que je me dis ouais j'aimerais bien créer un label pour être en plus auteur, dessinateur et éditeur, mais la campagne de financement c'est un job de commercial, de communicant. J'ai quelques talents dans ce domaine parce que je viens un peu de ce milieu-là, mais c'est une casquette en plus. Hein. J'ai qu'une tête, Oui, parce que là, ça donc, se rajoute à ton ouais, travail, donc Oui. c'est ça aussi. ouais, aussi. Donc forcément. Ouais, et c'est vrai que j'ai des périodes de boulot dans l'année qui sont plus intenses que d'autres, et là, ça tombait pile avant la campagne. Donc, Ah ouais. ouais. Mais voilà, mais je ne regrette absolument rien, en tout cas. Enfin, que ça marche ou que ça marche pas, je serais vraiment content de comment on a mené le truc, comment on a réussi à être assez régulier dans ce qu'on postait, dans les vidéos, dans les formats aussi qu'on proposait pour que les lecteurs et lectrices puissent découvrir notre travail à travers des petites bandes annonces, des interviews, enfin plein de choses en fait, des work in progress, etc., des petites vidéos de time-lapse. On a essayé d'occuper le plus possible le terrain avec des choses pertinentes, en montrant que on travaille en fait, on est tout le Ouais. temps motivé, stimulé, etc. Et après, il y a tout un débat, et ça, c'est pour ça que c'est intéressant, rien que le nom de votre collectif, nous sommes les 4%, c'est est-ce que le public est suffisamment large pour soutenir des projets aussi, c'est pas innovant, mais c'est aussi un peu à part, quoi. Enfin, c'est pas juste une BD d'une personne, c'est pas non plus une BD avec un personnage que tout le monde connaît. Donc, comment on se place, comment on se positionne, comment on trouve le succès là-dedans. Et le succès, encore une fois, on ne cherche pas à faire des milliers et des milliers d'exemplaires. Hein, ça va être un tirage raisonnable pour commencer. Et ça... Bref. C'est tout le sujet finalement de ce hashtag, entre guillemets, nous sommes les 4%, c'est comment finalement nous qui sommes des lecteurs de comics, et encore je me mets un peu à part parce que nous on est des gros lecteurs, donc du coup on a des budgets quand même, Ouais. on a cette chance-là, mais comment quelqu'un qui a un plus petit budget avec toutes les crises qui se succèdent, comment aujourd'hui tu vas vers un projet soit indépendant, soit différenciant, plutôt que d'aller vers une série régulière ou une valeur sûre? C'est ça en fait la vraie question. Comment tu arbitres ton pouvoir d'achat? Et on le disait aussi en discutant une fois avec Silène qui est dans le live, la culture c'est un choix en fait. Et donc, il y a aussi le choix de se tromper parfois en tant que lecteur. Tu as le droit d'aller sur des trucs en disant, putain, ça va peut-être être super. Et puis finalement, tu passes à côté. Mais même quand tu as une œuvre que tu n'aimes pas, enfin après, ça c'est mon point de vue, ça te fait grandir dans ton parcours de lecteur, ça te fait grandir intellectuellement, ça te fait grandir parce que du coup, tu arbitres et tu découvres tes goûts à toi. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est positif. Même quand tu aimes pas, c'est positif. Donc après, comment on donne envie aux gens d'aller vers des projets peut-être différents. C'est aussi tout le but des 4% en fait. Ça fait partie de ça. Soutenir tout le monde en fait, les plus gros comme les plus petits, parce que pour moi l'important c'est la diversité, ce que tu disais tout à l'heure. C'est intéressant et j'ai un élément de réponse aussi par rapport à ce que tu disais et ça s'est encore vérifié à Tours pendant le Japan Tour Festival ce week-end. C'est que quand je suis au contact du public, j'arrive à les convaincre enfin pas facilement. Je suis pas un bonimenteur à vendre mon élixir ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a certains types de lecteurs qui sont prêts à tenter ce genre d'aventure parce qu'ils ont un attachement, ils rencontrent les auteurs et ils voient qu'en fait c'est des gens comme tout le monde et que on essaye de vivre notre passion. Et en fait, quand tu es en train de réaliser ton rêve, ça inspire aussi les gens. Je sais pas comment dire. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent sur les stands en général avec leurs enfants. Il dessine ou elle dessine. Est-ce que vous pouvez lui donner des conseils? Vous avez vu comme je suis bavard. Moi, en général, ça prend des heures. Et je m'investis vraiment et je pense sincèrement que... Parce que moi, j'ai pas osé le faire à l'époque, j'étais trop timide. Mais je pense sincèrement qu'une discussion avec parfois des artistes, même si c'est pas des artistes hyper célèbres ou confirmés ou quoi que ce soit, ça peut vraiment changer ta perception de ce que toi, tu es capable de faire. Que ce soit du comics ou autre chose, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif, assez optimiste. Voilà, je me dis, ce projet, je le fais jusqu'au bout. Si ça marche pas, en tout cas, j'aurais essayé. J'aurais rencontré des gens formidables. On aura créé des trucs déjà très bien.
Mais, mais le contact avec les gens, les retours que je peux avoir des gens est, est vraiment primordial. Et honnêtement, il n'y a pas 36 millions de personnes qui ont lu Heroics jusque-là, mais la plupart des retours que j'ai eus, les gens euh, étaient partants en fait. Et Ouais. ils en demandaient, entre guillemets, ils en demandaient au sens, on sent qu'il y a un univers riche, on sent qu'il va se passer plein de trucs, on sent que c'est plus complexe que ce qu'on a vu là. Il y a déjà énormément de personnages, si vous voulez. Même à la fin de l'album d'Heroics, il y a un organigramme pour récapituler un peu qui est Ah qui ouais. par rapport à. Ouais. Ouais, Ça m'a été reproché d'ailleurs par quelqu'un auprès de qui j'avais postulé, entre guillemets. C'est la box BD qui propose des BD tous les mois, etc. J'avais dit, ah, je vous propose mon album. Elle avait trouvé qu'il y avait trop de personnages. Et j'ai failli répondre, je pense que vous lisez pas de comics parce que en général, c'est rare qu'il n'y ait pas autant de personnages dans un univers qu'on démarre comme ça, quoi. Mais Alors, trop de personnages, en plus, hein, si je me permets, ça veut tout dire et surtout, t'as dit ça, t'as tout dit et t'as rien dit. C'est-à-dire que si tes personnages, ils sont bien caractérisés, t'as jamais trop de personnages, en fait. bah, Tu prends Jeff Lemire, il caractérise super bien ses persos, il peut t'en mettre 15, tu vas te régaler, ouais, quoi. ouais, bah, ouais. même Mais, dans, enfin, non, excuse-moi, mais c'est vrai que moi je pensais, moi c'était un roman où j'avais vu tous les personnages et j'ai commencé à prendre peur, la Horde du Contrevent. ah oui, oui. Et en fait, il est tellement bien écrit que en fait, tu lis le livre, c'est écrit à la première personne à chaque fois par un personnage et tu les retrouves et tu sais, c'est tellement bien écrit. Et au contraire, il y aurait pas tous ces personnages, ça rendrait l'aventure beaucoup moins épique. Mm. Et et je pense que ça, quand c'est bien fait, c'est un avantage d'avoir tous ces personnages parce que les interactions, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une histoire au Bah final. oui. Les personnages individuels, c'est bien, mais leur histoire, mais en fait, c'est comment ils interagissent ensemble. Quand il y en a que trois, ben on a vite fait le tour, Je suis quoi. d'accord. Je suis trop d'accord. Et donc là, c'est En fait, plus intéressant, quoi. c'est ce qui s'est passé à la fin de l'album de Heroics. Tu as toutes les intrigues qui se rejoignent. Et là, tu commences à me dire, ah, mais en fait, tel et tel personnage ne sont pas encore croisés, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir à se dire? Mais ça, c'est hyper intéressant, quoi. Et c'est rigolo parce que à l'époque où j'avais eu cette remarque, oui, il y a trop de personnages, je m'étais dit, mais c'est quoi la série qui cartonne? C'est Game of Thrones. Il y a combien de Ouais, personnages dans Game of Thrones? Il y a combien de complexité, d'alliances, de travail? c'est clair. Et les gens sont à fond, quoi. En fait, je pense que c'est pour ça le concept d'univers partagé, le concept de spin-off, entre guillemets, le concept de on vous montre un truc, mais petit à petit, on va s'éloigner, on va dézoomer, vous allez vous rendre compte que c'est bien plus large. Mais moi, je suis désolé, c'est un ressort scénaristique. En tout cas, sur moi, ça fonctionne de ouf. Donc, je me dis, je ne dois pas être le seul. Donc, C'est clair, ça je marche. parie un peu là-dessus. Je parie un peu là-dessus en me disant, bon, bah, vous êtes rentré via Heroics, éventuellement, si vous avez du premier. Mais en fait, vous allez voir, ça peut être vachement plus vaste et en même temps plus intime en se rapprochant de certains personnages. Enfin, non, franchement, je ne sais pas si je peux encore dire des choses pour convaincre les gens, mais tentez le coup parce que ça peut vraiment vous plaire. Silène, elle disait que justement aussi, quand il y a beaucoup de personnages, ça laisse le choix de s'attacher à tel ou tel personnage. Et finalement, c'est vrai qu'on peut pas aimer tout le monde. Et l'avantage quand il y en a plusieurs, bah, c'est qu'on peut avoir toujours ses Ouais. petits chouchous, quoi. Et Mais ça, c'est intéressant j'ai une aussi. anecdote qui s'est passée ce week-end. Il y a une jeune fille qui est venue, qui a foncé sur ma table, sur mon stand, en me disant, ah, Close Call Comics, incroyable. Je dis, mais pardon, mais on se connaît. Elle dit, bah oui, on s'est vu au festival Le Rayon Vert il y a 8 ans. Pardon, il y a 8 ans, mais elle était jeune. Alors je me dis, mais à quel âge t'avais 2 ans ou... Non, elle n'était pas si jeune. Mais, et j'étais super impressionné et ravi. Et en fait, elle me disait qu'à l'époque, elle avait lu toute la BD en ligne, quand c'était un webcomics. Elle avait carrément un crush sur un des personnages. Ah, Ah, Elle se souvenait de son nom. Et c'est elle savait chouette. ça, c'est excellent. pas qu'Heroic existait en album et que du coup, l'histoire était plus copieuse, on va dire. Et je me dis, waouh, en fait, ouais, il y a deux, trois anecdotes comme ça où une jeune fille qui avait acheté l'album le vendredi sur le salon de Saint-Malo, elle est revenue le dimanche, elle avait adoré, elle m'a posé des questions pendant 1 heure, elle voulait en savoir plus sur les personnages, etc. J'étais, ah, mais oui, c'est ça Chouette. que je veux, moi. C'est ça que je veux créer, c'est cette curiosité, cette envie de plus, en fait. C'est, voilà. Alors, je ne sais pas si je suis un bon auteur, hein. Franchement, on le verra quand je serai mort, mais pour l'instant, je m'éclate et c'est quand j'ai ce retour-là, ça m'éclate. Et oui, faire C'est des chouette. personnages différents pour qu'on puisse s'attacher à eux en fonction de qui on est, ouais, c'est hyper essentiel. Mm. Et
tu te demandais si enfin, tu disais que tu savais pas si tu avais réussi à convaincre, enfin, tu savais plus quoi dire pour convaincre. Ouais. En tout cas, tu as réussi donc à convaincre Silène qui va participer, elle a dit, parce qu'elle Oh, t'a entendu ce soir. Donc, trop bien, merci Silène. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'adore. C'est une mais personne. ouais, non, c'est vrai que c'est ça aussi qui était intéressant qu'on voyait nous avec les lives, c'est que finalement, quand on voit les auteurs, les dessinateurs, il y a une passion qui se transmet, Hmm. et c'est cette passion-là qui fait que, mais nous aussi, on a envie de rentrer dans cet Ah, univers, ça, dans c'est l'univers cool. des auteurs, parce que ben, c'est ça aussi il y a la passion de l'art en général, et puis la passion sur l'univers qui est créé, et puis on se dit, mais nous aussi, on veut en faire partie, on a envie de découvrir pourquoi est-ce que c'est si génial, pourquoi est-ce qu'il a les yeux qui brillent Ouais, quand il en parle, c'est clair. et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est vrai que c'est sympa. Enfin, moi j'ai découvert les lives grâce à Kevin, hein, pour le coup, et c'est vrai que ça a encore plus d'impact, je trouve, Ouais. parce qu'on se sent beaucoup plus proche des auteurs. Et il y a quelqu'un qui l'a dit aussi, et des artistes, et on voit à quel point eux ils y croient, donc toi Hmm. en particulier Ouais, ouais. aussi là, et à quel point vous êtes attaché à ce que vous avez fait, à quel point c'est pas pour de la vente, et Non. c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et tout de suite bah ça change tout Ouais, en ouais. fait, ça change Bah vraiment la donne. après, je sais pas si j'aurai un autre projet qui va me botter autant. Il y a beaucoup de gens, en fait, comme je vous disais, je suis un grand fan des X-Men, donc sur mon compte perso sur Instagram, je fais beaucoup de fan art, j'en ai fait beaucoup. J'ai un peu calmé le jeu parce que justement, je me dis, bon, j'en ai marre de bosser, entre guillemets, pour un univers qui est pas le mien, même si j'adore vraiment certains personnages. Et je me suis calmé et je sens que mes personnages, paradoxalement, je les maîtrise peut-être moins parce que ils n'ont pas encore eu autant d'aventures derrière. Donc, mais, euh, mais oui, c'est un écho, c'est plus moi en fait, entre guillemets. Je pense que quand on est scénariste, on se met un peu dans chacun des personnages. Donc ouais, il y a de ça. Et puis il y a aussi le fait d'être à la fois scénariste et dessinateur. Oui, le projet, enfin, je dis pas oui, c'est moi qui fais tout tout le temps, mais du coup, j'aime les écrire, mais j'aime les dessiner aussi. J'aime leur trouver un design, j'aime les rendre beaux pour le lecteur, en beau entre guillemets, mais j'aime les rendre attractifs en fait pour les lecteurs. Savoir que ils vont les trouver attachants, ils vont les trouver poignants. Je sais pas. Je pense que écrire et dessiner, tu portes ton histoire. Enfin, tu vois, oui, quand tu parles de mon enthousiasme, oui, je peux pas être autrement qu'enthousiaste parce que voilà, je le ferai ce truc quoi qu'il arrive. Je trouverai un moyen. Cette campagne, j'y crois, mais je suis pas un contrôle fric à me dire j'y crois donc ça va marcher. Non, on verra bien. Mais je trouverai un moyen. Si voilà, sinon ce sera peut-être rien qu'en digital parce que finalement pourquoi pas. Ça nous réduirait entre guillemets la facture et du coup voilà. Il y aura forcément un moyen de raconter cette histoire. Ok. Bah, nous, on te souhaite que ça fonctionne Ouais, fort. merci. Voilà, je pense que le projet, il en vaut la peine. Je pense que tu es un passionné et que je pense que les personnes qui t'ont écouté ce soir s'en rendent compte et que c'est pas un projet qui vient de nulle part. Non. Je propose à Gaël de te poser la question traditionnelle Ah, il y a une question de traditionnelle. et Oui. puis on termine Ouais, il y a là une petite si question vous voulez bien. traditionnelle. Alors, je crois qu'on en a quelques-unes traditionnelles, mais là, ça va être, mais ça va être compliqué pour toi a priori en ce moment. Mais Mhm. t'as des lectures récentes que tu as faites qui ont été des coups de cœur. Peu importe le comics, BD, enfin franco-belge, manga, Ok. roman, peu importe, lecture au sens Euh, large. coup de cœur, coup de cœur. Et Alors, si c'est pas récent, sinon même ta lecture Ouais, coup de cœur, dernier. peu ah importe. oui, alors, coup de cœur à tout casser. Non, il y a pas mal de petites séries Marvel que j'aime bien. Je les ressors un peu souvent quand on me pose cette question, mais je ne vais pas forcément aller sur ces séries-là parce qu'elles sont pas forcément faciles à trouver en plus, donc c'est pas très intéressant. Euh, coup de cœur, oui. Alors, ces dernières années, il y a eu House of X par Jonathan Hickman et Pepe Larraz, et Powers of Mhm. Ten par Jonathan Hickman et RB Silva. Arby, je sais pas comment on prononce. C'était mon coup de cœur parce que voilà, les X-Men, je les suis depuis toujours. Ces dernières années, c'était vraiment moribond. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, il y avait des bons auteurs, mais on sentait qu'ils n'avaient pas les. Il y avait Jeff Lemire qui a fait un run qui était très bof par rapport à son talent.
Il y a des auteurs des dessinateurs qui sont passés là, mais pareil, on a l'impression qu'ils n'avaient pas l'histoire pour vraiment briller. Et là, tout d'un coup, bim, combo parfait, audace totale de prendre le truc et de leur faire un virage énorme, de redéfinir la place des mutants dans l'univers Marvel, là où Marvel avait pas vraiment parié sur eux depuis quelques années. Donc oui, ça a été un coup de cœur pour moi en tant que fan, et artistiquement, ça a été juste bluffant. Les pages étaient magnifiques. Je dirais il y a ça. Après, même si je suis pas toujours fan de ce que écrit Mark Millar, parce que des fois, je trouve que c'est un peu des recettes. Gros coup de cœur pour Magic Order, parce que aussi Ah oui. les planches. C'est marrant parce que je me suis dit, waouh, Olivier Coipel, je le connais, et je trouve que vraiment c'est l'artiste au sens artistique du terme vraiment de comics. C'est lui qui nous rappelle que ça s'inscrit dans un art et c'est pas juste des bonhommes en collant qui se battent. Il élève un peu le niveau. Et j'ai vraiment adoré. Et l'histoire de la première saison est hyper poignante, encore une fois, sur le deuil et tout. Ça raconte autre chose que des histoires de magiciens, au final. Et bim, deuxième saison par Stuart Timonem. Et bam, rebelote, super truc et tout. Après, troisième saison par Gigi Cavenaggio, je pense. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom. Pareil, grosse claque artistique. Enfin, je me dis, mais waouh! Et c'est la première série, je pense, qui est produite en ayant en tête que ça va être une série sur Netflix. Donc je me dis, ça fait un peu peur. Et en fait, non, le résultat est là, l'univers est fascinant. Ça parle de magie, alors c'est pas du tout mon truc, mais j'adhère. Les personnages principaux sont crus, sont compliqués, c'est gore, c'est audacieux en fait. Il y a un truc vraiment dans cette série que j'aime beaucoup. C'est marrant parce que justement, tu as Murder Falcon. J'avais adoré Extremity par le même auteur. Ah, je l'ai pas. Ah, grosse claque, Extremity. Ouais, magnifique cette édition de Magic Order. Extremity c'est Daniel Warren Johnson. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un mélange entre du Miyazaki et du Mad Max. Elle est vendue, je crois. Et c'est toute une réflexion sur la place de l'artiste dans le monde, dans un monde en guerre en plus. Et c'est très beau. Visuellement, c'est une grosse claque, évidemment. Donc ça m'avait beaucoup plu. J'adore Nowhere Man aussi, qui est une série que peu de gens ont lu, qui est sortie chez Image, qui s'intéresse au concept de si les scientifiques étaient des rockstars. Ah ouais. Ouais, et si grosso modo les Beatles en fait avaient été des scientifiques et du coup avaient influé sur l'évolution de la société. Et on s'intéresse à ces 4 scientifiques qui sont vieillissants, mais on s'intéresse aussi à une expérimentation en particulier qui est partie en live et qui est ni plus ni moins qu'une réinvention des 4 fantastiques en fait. En gros, des gens qui vont dans l'espace, qui ont des pouvoirs. Et c'est hyper bien. La première saison, elle est vraiment parfaite. D'accord. Cool. Eh ben merci. Eh ben de rien. Bon, écoutez, on espère que ce live vous a beaucoup plu. Il sera disponible en replay sur le compte Insta. Je vous taguerai tous pour que vous puissiez le rediffuser aussi. Avec plaisir. Il sera disponible sur YouTube, je pense. Ça va dépendre de mon boulot cette semaine, mais c'est une semaine de reprise, donc un peu chargée pour moi. Donc au pire ce week-end. Okay. Mais je vais essayer, si je peux le faire demain, voilà, comme la campagne elle finit là, je vais essayer de me bouger un peu. Et en tout cas, merci à toutes et à tous qui êtes venus sur le beaucoup. Et un mardi soir. Merci à toi, Maxime, beaucoup de ta disponibilité. Non, je vous en prie. La magie des réseaux sociaux, de faire des choses comme ça. Moi, j'adore. Donc voilà, quand tu as besoin, t'hésites pas, tu nous fais un petit coucou à Gaël sur le compte des 4% ou sur le mien, tu viens MP. Merci, je te souhaite vraiment que le projet réussisse, ça a l'air vraiment sympa et que tu puisses t'épanouir, toi et les artistes qui vont t'accompagner. Et j'ai hâte de vous rencontrer en vrai, qu'on aille boire des verres et qu'on poursuive la discussion parce que vous avez l'air vraiment cool et je sens qu'on aurait plein de trucs à se raconter. C'est clair. Ouais, je pense qu'on aurait pu durer jusque tard, si on ne se levait pas par 5 heures demain matin. Non, c'est sûr. Désolé. Ah ben non, avec plaisir, c'était cool. C'était vraiment chouette, j'ai pas vu le temps passer. Donc, pareil, c'était vraiment intéressant. Et puis ça a permis vraiment de découvrir ce qu'était Fragment. Pour le coup, c'était clair sur la campagne Ulule, c'est ce qui est proposé, etc. Mais ça donne un plus et c'est vraiment cool. C'est bien. Merci beaucoup. Je pense que ça permet d'éclaircir un petit peu ce qui va être et ce qui va devenir. Mais c'est cool. Merci, ça me fait plaisir.
Eh ben, merci Merci à vous. beaucoup. Je vous souhaite une bonne Merci soirée à à vous. tout le monde. Merci, à très bientôt. À très vite. Bonne Ciao, soirée. merci. Tout le monde, merci beaucoup.